Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, la newsletter des professionnels et des passionnés de voile de compétition, envoyée chaque vendredi à 17h par email. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Comme vous le savez, la marque d'accastillage Carver est un partenaire fidèle d'Into the Wind. Et en cette année de Vendée Globe, les ingénieurs et les techniciens de cette société française, qui exporte près de 70% de son chiffre d'affaires, ne chôment pas. La quasi-totalité des IMOCA sont en effet équipés en Carver, près de 80% ont choisi leur hook émerillon externe, plus de 60% utilisent un emmagasineur Carver, et je ne vous parle même pas des poulies et des bloqueurs. On me dit aussi qu'on trouve des Carver sur certains bateaux de la Coupe d'Amérique, mais c'est top secret. Bref, pour votre bateau de course ou de croisière, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bonjour Camille Lecoindre. Bonjour. Nous sommes dans un appartement au Relecq-Kerrion, pas tout à fait à Brest, mais dans la banlieue très très proche de Brest, avec vue sur le pôle France où tu t'entraînes régulièrement, et sur la presqu'île de Crozon, chère à mon cœur. Merci de nous recevoir pour ce nouvel épisode d'Into the Wind, et merci aussi d'inaugurer pour la première fois une athlète olympique dans cette série de podcasts. Camille, les athlètes olympiques naviguent 250 jours par an, vous êtes des acharnés de l'entraînement. Et toi, ça vient juste de reprendre après des semaines de confinement. Comment est-ce qu'une séquence comme celle-là se gère alors qu'on a une vie millimétrée, planifiée, où il y a des naves et des naves et des naves tout le temps, des voyages beaucoup aux quatre coins du monde? Comment est-ce qu'on gère une période comme celle-là quand on est une athlète olympique comme toi? Alors, l'annonce du confinement et de l'arrêt des compétitions provisoires, ça a été un grand chamboulement. C'est vrai qu'on était à 2 jours de commencer notre championnat du monde au mois de mars quand on nous a dit on remballe tout, on rentre en catastrophe. Donc on était sur une plage à Palma avec des cocotiers et d'un coup on est rentré en se disant qu'on savait pas quand est-ce qu'on allait se revoir tous. Donc c'était vraiment étrange. Donc ça a été assez brutal. Et puis ensuite, il y a eu la période de confinement à la maison où on a quand même essayé de garder le contact avec Aloïse et Gilda, donc Aloïse ma coéquipière et Gilda mon entraîneur. C'est Aloïse Retornaz et Gilda Philippe, voilà. On va devoir donner un peu plus de noms dans la voile olympique que dans la course à large, mais... Ok, et voilà, donc on a occupé notre temps avec de la préparation physique surtout. J'avais ramené quelques outils pour pouvoir continuer à m'entraîner et garder la forme. Et ensuite, il y a eu une autre période un peu étrange, c'est quand on est sorti du confinement, quand la plaisance a repris, mais que nous, on n'avait toujours pas le droit de reprendre les entraînements. Donc ça a été une des absurdités. Parce que vous étiez 2, c'est ça? Voilà, on était 2, donc on était considéré comme un sport d'équipe ou de contact, et donc on n'avait toujours pas le droit de reprendre les entraînements, alors qu'on pouvait très bien aller prendre l'apéro sur un voilier ou partir à la pêche, ensemble, mais on n'avait pas le droit de s'entraîner. Donc il y a eu une petite période de latence. Et dans ces cas-là, on obéit, quoi. Je veux dire, même si c'est complètement absurde, même si ça fait perdre du temps, même si... oui, parce qu'on veut pas non plus mettre les gens dans l'embarras. C'est vrai qu'on dépend du ministère des Sports. Notre bateau, il appartient à la fédération. L'entraîneur, il est mis à disposition par la fédération. Donc, tout ça fait que, on se dit qu'on va attendre 15 jours de plus s'il faut, mais que, on prend pas le risque de mettre les gens dans l'embarras. Et du coup, vous avez réussi à renaviguer quand, là? Alors, on a repris officiellement ça devait être autour du 8-9 juin, dans ces eaux-là. Voilà, alors on n'a pas repris un rythme acharné comme on l'était au mois de mars. On reprend doucement parce que le problème c'est qu'on sait pas encore quand vont être nos prochaines compétitions. On a pour le moment un championnat du monde programmé en octobre, mais pour le moment on n'est pas encore sûr qu'il ait lieu. Donc il faut un petit peu diluer les entraînements pour garder l'état de forme et pouvoir arriver toujours à la même chose avec l'envie et la fraîcheur. Forme. Voilà. Je parlais tout à l'heure de vie millimétrée, c'est quand même le planning est l'outil principal des coureurs en général et en particulier dans la voile olympique. Comment est-ce qu'on gère justement cette incertitude, c'est-à-dire que tu ne connais pas ton planning de course, du coup d'entraînement dans les semaines et les mois à venir? Comment ça se gère? C'est un peu au feeling, c'est un peu oui, c'est un petit peu au feeling parce que là personne n'avait eu l'expérience passée, donc c'est vrai que le planning il était millimétré. On savait exactement quel jour on allait partir au Japon, quel jour on allait revenir, ce qu'on allait faire. Enfin, c'était vraiment au jour près, tout était rempli jusqu'au mois d'août. Et puis là, on a appris, on a tout effacé sur l'ordi, on a refait une page blanche et
voilà, il faut à nouveau le remplir avec des si, des suppositions, et ouais, c'est assez dur à vivre. Après, voilà, on a trouvé quand même quelques petits axes. On s'est relancé dans des petites périodes de développement de matériel, par exemple, en se disant que voilà, on avait un an de plus, peut-être qu'on pouvait encore essayer de trouver des choses, et voilà. Et vous avez su tout de suite que la qualif pour les Jeux était conservée? Alors ça, c'est pareil, on l'a pas su tout de suite. Il y a eu un flou pendant un moment où on attendait un petit peu une annonce de la fédération pour savoir si les qualifiés allaient être maintenus. Les Anglais avaient fait cette annonce-là, je crois, au courant avril. Et nous, du coup, on attendait un petit peu de savoir à quelle sauce on allait être mangé. Et finalement, le comité de sélection a annoncé qu'il reviendrait pas sur les sélections. Donc voilà. Après, dans notre catégorie en 4,70 féminin, il y avait pas forcément il y a moins de débat qu'ailleurs. Voilà, il y avait moins de débat qu'ailleurs, on va dire. Mais bon, c'était très bien c'était important pour nous de garder ce statut, parce que c'est aussi important pour nos partenaires. Et alors, il y a l'enjeu du planning immédiat avec le championnat des noms, mais il y a l'enjeu du planning olympique. Donc les Jeux ont été décalés d'un an. Ouais. Même chose. Comment est-ce qu'on arrive à recaler une préparation comme celle-là? Les gens ne savent pas forcément, mais c'est vraiment très très fin comme planification, comme organisation, pour que vous arriviez pile poil au top de votre forme le jour J. Ça marche pas toujours. Oui. Souvent, il y a souvent des vagues, mais c'est le but. On est presque sur des trajectoires un peu lunaires, quoi. Donc comment est-ce qu'on se réorganise pour des Jeux comme ça, donc normalement qui ont lieu dans un an, si tout va bien. Comment est-ce qu'on fait pour à nouveau tout réorganiser comme ça? Donc c'est vrai qu'on était vraiment dans le sprint final. On était à 4 mois du début des JO, 4-5 mois. Donc on considérait que c'était un peu le sprint. Le bateau, notre bateau allait déjà partir en conteneur pour les Jeux. Enfin voilà, il y avait plein de choses qui étaient déjà bien calées. Et puis du coup d'ajouter un an de plus, c'est énorme en termes de volume. Enfin là, ça veut dire qu'on va avoir un très long hiver d'entraînement, et donc il faut à nouveau se remettre des axes de travail. Après il y a des choses où on n'était pas complètement calé non plus, faut quand même l'admettre. Et donc là, je pense qu'on va en profiter. Je pense notamment, je sais qu'on avait des difficultés au portant en vitesse, et là c'est sûr qu'on va pouvoir mettre encore le paquet pour un an de plus, quoi. Ouais. Donc ça, je pense que faut vraiment tirer un avantage de toutes les situations, quoi. Il y a pas un choc de motivation? C'est-à-dire on se dit, oh là là. Si. J'étais hyper chaud, j'étais fin prête. Oui. Et là, il faut tout arrêter. On se sentait plutôt bien. On était leader du classement mondial, hein, donc c'était un signe. On venait de remporter la Coupe du Monde de Miami, donc on était toujours dans le haut du tableau, quoi, jusqu'à. Il y a aussi une petite période de motivation qui est un peu plus en baisse, en fait, parce que en tant que compétiteur, on a besoin de compétition. Enfin, c'est vraiment la confrontation. S'il n'y a pas le mondial, ou l'européen, il va pas se passer grand chose. C'est une période interminable d'entraînement qui se présente devant nous, et c'est vrai que ça fait un peu peur, parce qu'on a besoin de cette confrontation avec les autres, et de faire de la compète c'est ça qui nous motive, en fait. Donc là, faut puiser sa motivation ailleurs. Et du coup, ça veut dire que, par exemple, la prépa pour les Jeux va réclamer des qualités différentes, des qualités, d'adaptation, justement, une capacité à gérer le temps un peu plus long. Voilà, je pense qu'il faudra être méfiant. C'est un sacré test pour les athlètes, quand même, de tout changer comme ça. Voilà, on voit déjà un petit peu de tout parmi les coureurs. On en voit qui sont au taquet comme si les Jeux étaient demain. On en voit qui donnent pas de signe de vie. On a l'impression qu'ils s'entraînent plus. Il y a un peu deux écoles, quoi. Alors qui a raison, qui a tort, on sait pas du tout. Nous, je sais qu'on essaye de faire quelque chose de raisonnable. On essaye on continue de s'entraîner, mais il faut vraiment qu'on s'entraîne, mais il faut vraiment qu'il y ait un but derrière, avec des objectifs pour on va pas sur l'eau juste pour aller sur l'eau parce que ça nous fait du bien à la tête. Il faut vraiment qu'on y aille pour bosser des choses, et ça c'est important. Et il faut aussi garder la motivation, et aussi c'est un support double, donc il faut aussi garder une très bonne entente à bord entre coéquipières, quoi. Et ça c'est pas évident quand on est toujours au taquet à 100%. Des fois ça peut monter dans les tours, etc. Et donc faut se méfier, parce que c'est pas le moment que ça éclate non plus dans un an, quoi. Et vous êtes en phase ou Oui.
On va beaucoup en parler parce que ça c'est quelque chose qui moi à titre personnel me fascine beaucoup. C'est la vie de ces couples là et sur d'aussi longues périodes. Mais tu connais le principe de ce podcast. On va repartir en arrière. On va faire un petit flashback parce que tu es beaucoup plus jeune que beaucoup de nos invités précédents. Ce qui est intéressant, Camille, avec toi, c'est que on va presque voir la trajectoire presque un peu classique de l'athlète en voile légère. Hein. Comment tout ça? On est à Brest. Je le disais avec cette vue sur la rade, mais tu n'es pas brestoise. L'histoire commence au Havre, si je me trompe pas. Raconte-nous comment pour arriver aujourd'hui devant ce micro à nous parler de toutes tes campagnes olympiques. Comment tout commence? Comment est-ce qu'on commence par l'optimiste, si j'ai bien compris? Oui. Comment ça se passe? C'est quoi l'étincelle initiale? C'est complètement le hasard. Donc mes parents décident de m'inscrire un été sur un stage en école de voile, donc sur paix, quoi. Voilà, comme tous les parents, pour avoir un petit peu de paix. Et donc c'est comme ça je commence sur un petit optimiste sur le bassin du commerce au Havre, et qu'en fait je m'aperçois que ça me plaît énormément et je demande à en refaire quoi. J'ai 7 ans. Donc je viens juste d'avoir mon brevet de natation, je suis apte à aller naviguer. Et donc voilà, ça commence vraiment comme un touriste qui vient l'été faire de la voile quoi, c'est un peu ça, sauf que moi je pense que ce qui a aidé c'est que je vivais au bord de la mer, donc je pense que ça a forcément aidé à me diriger là-dedans. À l'époque, je faisais pas mal de gym, donc c'était pas mon premier sport, et puis petit à petit, donc j'ai demandé à en faire plus, et je me suis inscrite à l'année. Ça me plaisait toujours. On a commencé à aller en pleine mer, donc au Havre, il faut passer les passes du port, là où il y a tous les gros cargos qui passent. Donc c'est assez impressionnant. C'est pour ça que en général, on débute sur les bassins. Puis parce qu'il y a beaucoup de bassins aussi. Voilà, puis il y a quelques bassins aussi, et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis dans mon club, il y a eu une espèce c'est tombé à un moment, il y avait une bonne dynamique, il y avait pas mal de jeunes qui étaient bien accrochés, et donc le club s'est dit tiens, si on les envoyait sur les premières compétitions, les compétitions départementales, etc. Donc il y avait un moniteur qui était pas du tout là-dedans, entraîneur, et qui finalement s'est formé en même temps que nous quoi. Et donc comme ça, de fil en aiguille, on a grimpé les échelons des compétitions départementales, régionales, nationales, etc. Tout ça en optimiste, avec un petit noyau dur au Havre. Et ça marche tout de suite? Il y a des résultats tout de suite? À mon propre niveau, oui, il y avait des résultats tout de suite. Donc j'ai eu la chance aussi. Je pense qu'il y avait à ce moment-là, les résultats féminins étaient vachement encouragés. C'est-à-dire que à chaque fois que je terminais première féminine, j'avais une coupe, par exemple. Donc c'est un peu, ça semble idiot, mais en fait, je pense que quand on est gamin, c'est vrai que ça motive, quoi. Donc je terminais régulièrement première féminine, voilà, sur les départementales, et puis ensuite les régates régionales, c'est pareil. Au fur et à mesure, j'ai réussi à grimper. Donc c'était assez encourageant. Je pense que ça a poussé à continuer, c'est certain, quoi. Moi, donc sur ma fiche, parce que j'ai fait une petite fiche comme à chaque fois, je vois même vice-championne de France en optimiste en 99 et en 2000. Voilà, donc c'est issu de ton blog de Rio 2016, tu vois. Donc d'accord, j'ai travaillé. Ouais. Et l'optimisme, ça correspond aussi aux premières compétitions internationales que j'ai pu faire. Donc j'ai fait 2 sélections internationales. J'ai fait 2 championnats d'Europe, et puis j'ai terminé 2 fois sur les podiums des championnats de France dans mes 2 dernières années d'opti. Donc ça commence fort tout de suite quand même. C'est-à-dire que dès ce moment-là, je sais pas, c'est pas des détecteurs, mais enfin tout de suite il y a l'écrémage se fait, et on repère déjà les jeunes talents. Oui. Puis après, si on regarde les noms des champions de France d'optimistes de ces dernières années, on voit il y a quand même beaucoup de futurs champions, d'anciens champions. Ouais. Exactement. Et puis ça a été rigolo. J'ai retrouvé des vieux magazines de la classe optimiste, et sur les classements internationaux, on retrouve des noms de gens, de filles qui sont en 4-7 aujourd'hui, quoi. Donc ça, c'est assez rigolo. Ouais. Moi, j'avais assisté, juste une toute petite anecdote perso, j'ai assisté à un championnat du monde d'optimistes en Martinique, en 99 d'ailleurs. Ouais. J'étais allé pour Okapi. D'accord. Et c'est un jeune Italien qui avait gagné le championnat du monde, et qui l'a gagné 2 fois de suite, je crois. Oui. Et qui est passé directement en 4-7 après. Alors ça devait être le Croate, c'est Chimé Fontella, donc qui a fait moins 2 fois champion du monde, ouais. Voilà. Et c'était incroyable. En 4-7, et qui a d'ailleurs terminé champion olympique à Rio. Voilà. Et le niveau
le niveau des enfants Ouais. qui ont entre 8 et alors, il y a des assez grands quand même, hein, mais Oui. c'était le niveau technique Ouais. et tactique, et c'était vraiment très très impressionnant. Ah, je pense que c'est une classe où on apprend énormément au niveau tactique, quoi. Il y a beaucoup de monde, c'est très dense. Ouais, c'est assez impressionnant. Après, il y a un petit bémol, c'est que ça reste un tout petit bateau, donc c'est quand même vachement lié au gabarit. Ceux qui remportent les championnats du monde, ils doivent faire autour de 40-45 kilos. Donc, quand on est un grand gabarit, les dernières années sont un peu difficiles. Mais moi, pour le coup, c'était pas mon cas. Donc, j'ai pu vraiment avoir des bons résultats jusqu'à la fin, quoi. Et là, comment ça se passe quand on est comme ça, quand on est une petite fille, hein, parce que t'as du coup en 99-2000, Ouais, j'ai 13-14 ans. 13-14 ans, une ado, ouais. Ouais. Là, on est repéré, on est aidé, on a des horaires aménagés. Comment ça se passe? Alors, pas du tout. Au Havre, ça existait pas du tout, tous ces horaires aménagés. Donc, j'avais une scolarité complètement normale avec, j'avais mes mercredis après-midi, mes samedis et mes dimanches pour m'entraîner. Et par contre, il y avait, alors je sais pas comment ça s'est formé, mais en fait, il y avait un centre d'entraînement régional pour les plus grands. Donc là, j'y ai postulé pour passer en 4-20 l'année d'après. D'accord. Mais là, du coup aussi, peut-être ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est aussi le moment où les parents accompagnent le week-end sur les régates avec la remorque. Les petits derrière, c'est ça? Voilà, oui. Bah, j'avais des parents très investis. C'est vrai qu'ils ont bien poussé de ce côté-là. Ils étaient enseignants, donc ils avaient un peu plus de temps, on va dire. Ils avaient les vacances scolaires, là où tombaient souvent les compétitions. Ils avaient leur week-end, donc ils nous ont beaucoup accompagnés. En plus, j'ai une petite sœur qui suivait également, qui a 2 ans de moins que moi, donc on était toutes les deux en optimiste. Donc on a fait quelques week-ends avec le camping-car, la remorque. Voilà, c'était assez classique des parents des parents qui suivent bien. Voilà. Donc après le petit passage au 401, la même chose, c'est la filière ultra classique entre guillemets. Oui. Et là, il y a un moment tu rentres dans un sport-études ou alors c'est toujours le même. Je fais 1 an de 4-20 au Havre, encadré par Cédric Château. Bon, vraiment, un grand nom de la voile en Normandie aujourd'hui. Voilà, hein. Exactement, qui a eu des super résultats en match race notamment. Et là déjà c'était vraiment une de mes meilleures années. Cédric, c'était vraiment un super entraîneur. Fois bon techniquement et puis qui mettait une ambiance dans le groupe. Enfin vraiment c'était vraiment que du plaisir d'aller s'entraîner. Et puis se pose la question parce que moi j'étais vraiment mordue, quoi. C'était les années où vraiment c'était la révélation un peu, où je me disais c'est quand même super, c'est vraiment que du plaisir d'aller naviguer. Et puis vu que ça marchait aussi, il y avait des bons résultats avec mes parents, on s'est un peu posé la question, est-ce que je pourrais pas faire un sport-études? Et le plus proche sport-études que je pouvais trouver, c'était à Brest. Alors je sais plus trop comment ça s'est fait, mais mes parents aussi avaient une envie. Parce qu'il n'y a pas la porte à côté non, par rapport à. Non, parce qu'il n'y a pas la porte à côté. Donc à ce moment-là, donc j'étais en seconde au lycée, et mes parents, ça correspondait aussi à un moment où ils avaient envie professionnellement de peut-être déménager. Comme tous les profs, la Bretagne, ça fait un peu rêver. C'est ce qu'il y a de plus dur à demander. Et donc, mes parents ont fait la demande. Ma mère l'a pas eu tout de suite, mais elle a pris une retraite anticipée. Enfin, elle l'a pas eu, donc elle a pris sa retraite anticipée. Et mon père a réussi, en tant que prof, à avoir sa mutation en Bretagne. Donc, en fait, ça correspondait vraiment à un projet de famille. Et tout s'est bien goupillé. Et ce qui a fait que, hop, toute la famille a migré en Bretagne, quoi. D'accord. Et donc sport-études à Kérichen, j'imagine. Voilà, le grand lycée de Brest. Hein. Voilà, 1 an d'internat parce que mon père était pas tout de suite muté à Brest, mais voilà, donc ça c'était aussi super année. Enfin moi ça me correspondait d'être en internat, voilà, avec une colocataire. Voilà, c'était super, quoi. Et du coup là c'est les années 4-20 et en 4-20 ça marche bien aussi, hein. Oui. Je crois que moi je vois sur ma fiche, je vois un titre de championne de France de 4-20. Alors là pour le coup on va en parler à plusieurs reprises. Là c'est le début de la vie en couple, oui, quoi. C'est ça. Et donc c'est ta première équipière. Voilà, c'est Gwendoline Lemaître. Et donc quand je suis arrivée à Brest, j'ai postulé au pôle espoir et au sport-études. Et je suis arrivée et j'ai dit voilà, moi je veux venir, mais j'ai personne avec qui naviguer, quoi. Et là-bas on m'a dit écoute, on va essayer de te trouver quelqu'un. Et donc je l'ai rencontré, je rencontre Gwendoline une première fois à Brest lors de l'entretien individuel. Enfin
voilà, on me présente Gwendo, voilà, tu la connais salut, pas, je la connais pas, on se connaît pas, ouais. on se parle 2 secondes, vous allez naviguer ensemble, bon bah ok, on se voit à la rentrée quoi. Et arrivé à la rentrée, on arrive au lycée et je savais même plus la reconnaître, enfin je savais pas je me rappelais plus qui c'était. Donc c'était un petit peu dur et on nous a mis toutes les deux sur le même bateau, donc ça c'est assez étrange quoi, parce que vraiment Et qui c'est qui décide de ça? Enfin, ils étudiaient un petit peu c'était avant. l'entraîneur de 4-20 de l'époque, Yann Diverès, qui avait trouvé cette fille-là un peu dans les filières du Finistère, dans les clubs finistériens. Elle était licenciée à la Bervrac. Elle avait pas forcément fait beaucoup de compétitions, mais elle avait un profil grande, Voilà, parce que déjà il faut faire matcher les physiques. On va le dire pour les gens qui te connaissent pas, tu es plutôt petite, donc tu as plutôt un profil de barreuse. Voilà. Donc il te faut une équipière plus grande. Exactement. Donc du coup le casting, l'entraîneur il part à la recherche en disant j'ai une barreuse, maintenant il me faut une équipière. Voilà. Et Gwendo était intéressée aussi était certainement très mordue. Elle était aussi intéressée de rentrer en sport-études. Par contre, à titre individuel en laser, on lui avait dit je pense que ton niveau est un petit peu juste. Par contre, ce qu'on te propose c'est de faire du double. Et c'est comme ça que Gwendo m'a rejoint. D'accord. Ça veut dire que au niveau de la détection des talents, ça se fait déjà au niveau régional par les entraîneurs d'épaule et par les entraîneurs des clubs. Voilà, ça se fait dans les clubs. Le tamisage en fait des talents se fait déjà comme ça. Oui, il y a des personnes, je pense au sein de la fédération et des ligues qui sont là pour détecter les jeunes dans les clubs et puis qui peuvent les réorienter vers un sport-études, enfin un pôle espoir. D'accord. Voilà. Et donc vous naviguez ensemble et ça se passe bien? Et ça se passe bien, assez rapidement, ça se passe bien. Ouais, on obtient notre, je crois que c'est, non pas la première année. Première année, je sais plus ce qu'on fait en résultat. Bon, c'était plutôt correct. Et l'année d'après, l'année suivante, on se qualifie au championnat du monde ISAF jeune, donc qui est, il y a qu'un représentant par pays. C'est un air de petit JO quoi, de la voile. Et on retrouve les meilleurs de chaque pays. Et voilà, c'est une belle compétition à faire et on termine 2e. D'accord. Voilà. Et comment ça se passe humainement? Parce que là, pour l'instant, on dit ça match physiquement, ça match techniquement. Vous devenez copine forcément ou parce que c'est 3 choses séparées en fait, c'est trois données séparées. Complètement. On n'avait pas trop le choix, à vrai dire. Moi, je suis arrivée, je connaissais personne. Il y avait Gwendo qui était là, et puis en fait, je pense qu'à cet âge-là, on crée des amitiés. On était plutôt copines. On va dire, vu l'âge qu'on avait, on était copines. Quoi. C'était pas encore le côté professionnel qui prenait le dessus. Et rapidement, on se lie d'amitié, etc. Bon, d'autant plus qu'il y a des résultats. Donc voilà, exactement. C'est ça qui fonctionne. Et la même chose, vous êtes prise en main par le système fédéral. Vous êtes sur des rails déjà tout de suite. Pas tout de suite. Là, c'est encore beaucoup les clubs qui prennent en charge. On a, par exemple, les bateaux appartiennent au club. Il y a pas énormément de prise en charge sur les compétitions. C'est-à-dire que nous, on se qualifie plusieurs fois au championnat d'Europe ou du monde. Et c'est à la charge des coureurs, quoi, entièrement. Enfin, il y a très, très peu d'aide fédérale à ce niveau-là. Donc c'est vrai que nos dernières années de 4-20 avec Gwendo, on est vraiment tiraillés par. Parce que là vous êtes pas du tout autonome financièrement, c'est les parents qui payent. Pas du tout, c'est les parents qui payent. Et là, il y a en 2003, je crois qu'on a un championnat d'Europe à Athènes, donc c'est des kilomètres, et un championnat du monde en Australie. Donc faut envoyer les bateaux. Janvier 2004, championnat du monde en Australie, et là, nos parents voient le planning le budget se présenter, et là c'est un peu un moment charnière, c'est que là nos parents ils disent tous stop quoi, soit les filles vous trouvez quelqu'un pour vous financer, soit on arrête, mais là on peut plus quoi. On peut plus du tout. Donc là c'est un petit peu le choc pour nous deux. Et puis en cherchant un peu dans nos contacts, on trouve une première entreprise mécène. C'était quelqu'un de la famille de Gwendoline qui était chef d'entreprise de Vector Plus à Nantes d'ailleurs, qui sponsorisait aussi des mini à l'époque, voilà, et qui décide de nous filer un coup de pouce quoi. Et là franchement ça a été le tremplin quoi pour passer cette étape qui était super dure quoi. Du coup il y a beaucoup de jeunes coureurs qui comme ça et coureuses qui doivent s'arrêter à cause de cette barrière financière là. Ouais, je pense qu'on en perd un certain nombre. Ouais. Et des gens qui pouvaient être talentueux et qui n'avaient pas les finances qui suivaient derrière. C'est sûr qu'il faut avoir un peu les reins solides, je pense. C'est-à-dire qu'un mondial de 4-20 en Australie, il y a zéro financement public pour envoyer les coureurs. Je pense qu'il y a un petit peu de financement public. Déjà, l'entraîneur, il est financé.
Je pense qu'il y avait un petit peu d'aide sur la logistique, le déplacement en conteneur, mais il me semble de mémoire. Les billets d'avion des coureurs, pas forcément, quoi. Non, pas forcément. Je pense qu'un déplacement comme ça, c'était 7 000 euros par personne, je pense. Hein. Ouais. Voilà. Donc là, les parents, ils ont 6 mois pour sortir 7 000 euros, quoi. Ils font la tête. Alors là aussi, les années 4-20, ça fonctionne très très bien quand même. Je vais pas relire toute ma petite fiche que j'ai construite hier, mais ça se confirme que vous êtes un équipage qui fonctionne très très bien. Voilà. Combien de temps on doit rester en 4-20 dans le schéma normal jusqu'à... Alors, le schéma normal, c'est en gros les années 4-20, c'est le lycée. D'accord. C'est-à-dire que une fois qu'on a le bac, il y a aussi un moment charnière, c'est l'orientation, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe sur une série olympique avec des aménagements d'études, ou alors est-ce que c'est le moment où on sort du circuit sportif et puis on fait des études sérieuses. Et alors comment ça se passe pour toi? Comment vous fonctionnez? Avec Gwendo, on n'a pas du tout envie de s'arrêter. Donc en plus, on est un petit peu dans le milieu du pôle France où on voit les coureurs se préparer au JO là. Donc c'est dans les années 2003-2004, on est au contact de Gilles Lafilippe, notre entraîneur qui part au JO, il y a Nicolas Lebert, il y a Félix Pruvot, Faustine Méret. Donc tout ça ça nous met quand même quelques paillettes dans les yeux. Et il y a des médaillés, il y a des médailles d'or olympiques. Faustine va revenir des Jeux en 2004 avec une médaille d'or autour du cou. Ouais. Donc ça reste des moments, c'est hyper fort quoi, et que nous on n'oublie pas. Et donc c'est sûr que ça nous pousse avec Gwendo à continuer en 4-7 et en plus. Et là à 15-17 ans, les Jeux olympiques c'est déjà quelque chose, c'est déjà un objectif, c'est déjà quelque chose de très lointain. Je pense que si, quand on part sur une série olympique, on se dit ah oui, le rêve des JO, pourquoi pas tenter. Donc là, on commence le 4-7 en courant 2004. Donc là, on se dit 2008 ou 2012 quoi. Donc c'est vraiment du long terme quoi. Mais bon, ça nous décourage pas. Et ce qui fait aussi qu'on s'engage en 4,70, c'est qu'on a le gabarit toutes les deux. C'est-à-dire que moi, je suis pas très grande, mais je suis pas non plus toute mince. Et Gwendo est suffisamment grande pour avoir un gabarit qui permette de faire des bons résultats en 4,7. C'est clé, les gens le savent pas forcément, mais il y a un minimum. C'est un prérequis quand même. C'est quand même un prérequis où si on n'a pas ça, faut vraiment exceller dans autre chose. Voilà, quoi. On connaît les pour la perf, on connaît les gabarits indispensables pour la perf. Exactement. Et on essaye d'abord de trouver les gabarits qui correspondent, quoi. Ouais. Alors souvent à ces âges-là, on est souvent la taille, ça va, on sait que on est grandes toutes les deux. Et c'est souvent le poids qui manque dans les années un peu jeunes parce qu'on n'a pas encore la carrure physique pour naviguer en 4-7 et puis ça vient plutôt avec le temps d'ailleurs. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas d'ailleurs, ouais. Et comment ça se passe du coup ces premières années? Parce que pour le coup là vous repartez un petit peu à zéro parce qu'il y a des équipages de cassettes très très qualifiés. C'est plutôt les années où l'équipage de donc janvier Nadège 2000, Doroux et Ingrid Petitjean dominent le circuit. Elles vont faire plusieurs podiums internationaux aussi. Donc là vous êtes un petit peu les petites jeunes du circuit. Comment se passe cette phase là? Donc on débarque en 4,70 après avoir fini notre championnat du monde de 4,20 en janvier 2004 avec une médaille de bronze d'ailleurs. Et donc on débarque, on fait la semaine olympique française en avril 2004 à hier. Et là c'est la cata quoi, c'est la descente aux enfers. On termine dernière d'ailleurs. Donc c'est remise à zéro des crotards. C'est vraiment remise à zéro. C'est vraiment la cata, la grosse claque. Et voilà, on termine dernière de la SOF. Donc là, gloops, c'est beaucoup de pleurs. C'est le grand bain, quoi. Ouais, c'est le grand bain. On est à quelques mois des JO et il y a tous les équipages qui se préparent pour les Jeux, quoi. Donc c'est une sacrée claque quand même. Et puis à ce moment-là, on n'est pas la priorité des entraîneurs. Il me semble qu'on n'est pas encore, on est dans aucun groupe encore. Que ce soit France Jeune ou donc on est un petit peu parachuté là. Alors voilà, c'est ce qu'il faut expliquer aussi, c'est qu'après il y a des collectifs d'entraînement en fonction du niveau. Voilà. Donc il y a l'équipe de l'élite, l'équipe de France olympique. L'équipe de France à ce moment-là. C'est des listes, on dit vous êtes intégré à ce groupe-là, donc vous avez des moyens. Il faut expliquer un petit peu, vous avez des moyens spécifiques. Voilà. Ensuite, il y a le groupe la Ligue 2 entre guillemets. La relève. Et ça a pris différents noms suivant les années. Il y a eu les Bleuets, il y a eu les France Jeunes, relève, Bleuets. Il y a plein de noms. Là, il y a un collectif pour ceux qui
qui ont un potentiel pour Pékin 2008, mais on n'en fait pas encore partie. Et puis après, il y a les autres, quoi. Donc, qui soit ont un entraîneur de pôle qui a pu venir sur la compétition, soit qui sont en autonomie comme nous à ce moment-là, quoi. Alors là, vous débarquez toute seule? Il me semble, ouais. Bon, voilà, on a un entraîneur, on a l'entraîneur du groupe France Jeune qui nous dit, bon, bah, passez-moi votre bouffe, votre eau, je vous la donne entre les manches, mais voilà, on n'est pas vraiment intégré dans un groupe encore. D'accord. Il y a quand même, oui, on a quelqu'un pour nous donner de l'eau. Il y a quand même une bouteille d'eau sur un Zodiac qui traîne. Voilà. Et donc, faut rappeler, hein, ça veut dire que, basiquement, il y a un camion, une remorque, le bateau sur une remorque, faut conduire de Brest, Bah, nous, on se greffe, il me semble qu'on arrive quand même à se greffer sur un transport, mais c'est pareil, on est greffé, quoi, on n'est pas vraiment, intégré encore au groupe. D'accord. Et du coup, parallèlement, t'as fait un choix donc t'as eu ton bac et tu fais des études supérieures ici à Brest. Voilà, bah c'était pas forcément mon choix premier. Moi, j'avais au début, je m'étais dit que je m'orienterais bien sur des études de pharmacie, donc c'était à Rennes. Puis bah les parents ont dit là non, c'est pas possible, on va pas te financer ta saison de voile et un appartement, donc trouve autre chose. Et finalement, je m'oriente sur une fac de chimie à Brest. Bah ça se passe bien, c'est quelque chose qui me plaît, donc je découvre la vie d'étudiante. Et alors j'ai un petit peu essuyé les plâtres parce que en fac de sciences, il y avait pas encore d'aménagement pour les sportifs de haut niveau. À ce moment-là, j'étais la première. Il y en avait en fac de sport, il y en avait dans certaines écoles d'ingénieurs comme l'INSA, mais pas encore en fac de sciences. Donc les aménagements, ils connaissaient pas trop. J'avais le droit de m'absenter sur des cours magistraux, des TD, etc. Mais j'avais quand même des choses obligatoires. Donc, il a fallu un petit peu mettre ça en place avec les profs au fur et à mesure des années. Mais c'est toi qui as établi tes propres règles, quoi. Bah, j'y allais, je savais... Enfin, voilà, au fur et à mesure, j'ai compris que j'avais quand même des droits. J'avais le droit de reporter des examens si j'avais une compétition. Et voilà, mais les profs ne le savaient pas forcément, donc il fallait expliquer. Voilà, c'était pas évident. Bonjour, je ne vais pas faire le partiel parce que je vais à Palma de Mallorca faire du bateau. Ah bon, tu vas à la plage Non. Ouais, enfin voilà. Alors c'était toujours avec Gwendoline Lemaître, hein. Oui, toujours. C'est une histoire qui dure. Ouais. Comment se passe la montée en puissance en fait, parce que vous allez progresser petit à petit. Ouais. Et comment se passe justement, comment vous franchissez les étapes petit à petit, parce que raconte-moi un peu ce que c'est que quand on est à cette époque-là, pas dans l'équipe de France élite, mais qu'on travaille beaucoup. La voile olympique, c'est quand même beaucoup d'heures de navigation à Brest. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe cette période-là. On a quand même des entraînements qui sont programmés au Pôle France, donc on est inscrite au Pôle France, donc on a un entraîneur sur le pôle. Donc ça déjà avec le temps, ça a permis aussi d'avoir un bon encadrement, ça a permis d'avoir ces résultats-là. Et puis, il me semble qu'après les Jeux de 2004, les Jeux sont passés. En fait, la fédération reconstruit des collectifs avec des nouveaux objectifs, des nouvelles équipes, etc. Et donc, c'est vraiment, je te coupe juste un instant, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que les gens comprennent bien, c'est que c'est le principal, c'est ce qui structure la fédération et l'équipe de France de voile. Hein, tout tourne autour de l'objectif des Jeux Olympiques. Oui. Le rôle d'une fédération, à part faire les licences l'été pour les gens qui font de l'optimiste, c'est avant tout d'aller chercher des médailles. C'est le job principal. C'est d'emmener les gens, pas tous, ceux qui veulent, mais c'est d'emmener les gens de l'école de voile jusqu'au niveau, si le désir est de les accompagner, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que le cycle olympique est vraiment ce qui structure le fonctionnement de ce monde-là. En haut niveau, c'est vraiment l'objectif des Jeux, quoi, et amener les gens vers les Jeux, quoi, avoir les potentiels pour aller vers les Jeux. Voilà. Du coup, c'est un peu compliqué d'expliquer exactement comment ça se passe, mais en gros, les années 2004, 2005. Donc déjà, nous, on est focalisé sur les championnats jeunes. Il y a les championnats jeunes en 4-7. Ouais, parce qu'il y a un circuit jeune, heureusement, parce que pour passer cette marche justement qui était très dure, à passer du 4-20 au championnat senior, on a vu l'année d'avant qu'il y avait un énorme gap, et donc là on se dit nos objectifs, ça va être le podium au championnat jeune, c'est atteignable. Et en 2005 donc on fait un beau championnat du monde où on termine deuxième à Saint-Pétersbourg. Donc ça nous a reboosté pour après, quoi, et ça nous a encouragé à continuer. Et puis avec ces résultats là, on a réussi à intégrer un collectif qui était au début le France Jeune, on va dire, et puis rapidement en fait on est rentré, on a eu les résultats pour rentrer en équipe de France. Ça va vite. C'est allé relativement vite finalement. Il y a eu
des super années, quoi. Ouais. Et comment t'expliques justement cette progression aussi rapide? Bah, c'est un tout. Ouais, c'est un tout. Je pense qu'on était quand même très assidus et très sérieuses avec Gwendo aux entraînements, quoi. Je pense qu'on était hyper motivés et on comptait vraiment pas nos heures et c'était vraiment la priorité. C'était d'aller s'entraîner. On a toutes les deux fait des aménagements énormes pour faire les entraînements. Moi, je vois aujourd'hui les jeunes, il y en a quand même, ils font beaucoup moins d'aménagements que nous on l'a fait, quoi. Moi, j'ai fait mes études en 8 ou 9 ans et il y en a plein qui les font encore, qui mènent maintenant, quoi. Mais du coup, qui ont moins de sacrifices. Ou qui mettent plus de poids dans les études. Et alors que je pense que moi et Gwendo, on avait quand même mis un peu plus de poids dans les entraînements. D'accord. Et peut-être qu'il faut rappeler aussi que le pôle de Brest aussi a quand même une tradition de résultats et de performances qui est pas neutre. C'est pas. C'est pas un endroit comme un autre en France, quand même. Ouais, tous les pôles ont des bons coureurs avec des sélectionnés au JO et nous on est tombé dans les années Faustine Méret et sa médaille d'or, donc c'était la barre était très haute, quoi. Ça va, vous allez aller comme ça jusqu'en 2008. Voilà, c'est ça. Et alors en 2008 il se passe un petit truc quand même, donc vous n'êtes pas sélectionné pour les Jeux. Voilà, donc 2007 on intègre l'équipe de France officiellement grâce à nos résultats de 2006. Et puis là, on commence à s'entraîner avec Ingrid Petitjean et Nadège Dourou. Et qui est l'équipage sélectionné pour les Jeux. Qui est l'équipage sélectionné, qui avait d'ailleurs été sélectionné en avance. C'était pas du tout le plan que les sections soient aussi anticipées. Et donc, elles sont sélectionnées au JO. On fait leur partenaire d'entraînement de temps en temps. Comment ça se décide, ça? Oh bah là, nous on décide pas grand-chose. C'est l'entraîneur de l'équipe de France et l'équipage sélectionné qui dit bah voilà, ce serait intéressant d'avoir les filles, par exemple. Vous êtes équipage numéro 2 à l'époque? On est équipage numéro 2 féminin. Ouais. Ouais. Et ça, c'est pas un souci. Enfin, c'est pas compliqué quand on était en concurrence très très forte pour la sélection. En fait, on nous a toujours mis dans la tête que les Jeux de 2008 c'était pas pour nous. D'accord. C'est rapidement, et après Ingrid et Nadège avaient quand même des excellents résultats. Nous, Elles avaient fait le Jeu de 2004. Elles avaient fait les Jeux de 2004. Elles avaient régulièrement des podiums sur les championnats internationaux. Enfin, c'était l'équipage en vogue, etc. Et puis quand même, de temps en temps, en 2006, 2007, on venait quand même les titiller. Il me semble qu'on a fait quelques régates devant elles aussi. Donc voilà, mais bon, dans notre tête, c'est vrai qu'elles étaient quand même, on va dire toujours un petit cran devant, quoi. Et là, donc, à quelques mois des JO de 2008, se passe un truc improbable. C'est que la fédération demande à Gwendo de venir remplacer Nadège pour les Jeux, parce que Nadège est devenue inapte. Donc ça a toujours été un gros mystère, mais en tout cas, parce qu'on évoque un problème de santé, en fait, dans les archives. Ouais, exactement. T'as l'air de dire que c'est pas forcément le cas. Bah, je sais pas, aucune idée. En tout cas, il y a un petit peu quand même une forme de chantage qui se met en place, c'est que nous on était l'équipage remplaçant. Et donc là d'un coup ma copine Gwendo qui s'en va naviguer et faire les Jeux sans moi, quoi. Donc là moi personnellement je me prends un coup énorme sur la tête. Quoi. Voilà, ils coupent l'équipage, ils disent on prend Gwendo ou alors on la prend pas du tout. Donc Nadège, elle est malade ou elle est pas malade? Enfin voilà, donc c'était un petit peu moi je trouve qu'il y a eu beaucoup de chantage à ce moment-là, ça s'est pas fait très proprement et donc je reste sur la touche, quoi, et Gwendo part faire les Jeux avec Ingrid. Et comment ça se passe entre vous à ce moment-là? Ah ça se passe pas bien du tout. Moi j'attends que Gwendo soit un peu plus solidaire, on va dire, et puis en même temps elle c'est une opportunité. En même temps elle c'est une opportunité énorme, d'autant plus qu'on avait prévu d'arrêter, elle avait prévu de passer à autre chose en 2008. Donc de toute manière notre projet s'arrêtait en 2008, je pense que c'est ce qui l'a poussé aussi à participer aux Jeux. C'est que de toute manière on devait arrêter ensemble, mais bon là c'est quelques mois avant la fin, on avait prévu de faire un beau finish, de faire championnat d'Europe ensemble, et là, il n'y aura pas tout ça, quoi. D'accord. Et donc moi, c'est quand même un énorme coup au moral, quoi, parce que ça veut dire que, moi, je suis pas, j'ai pas encore le niveau à aller au jeu. Enfin voilà, ça veut dire que plein de choses, quoi. C'est un peu pour l'ego, c'est très très dur. Et c'est rarissime de faire ce genre de choses. En général, il change tout l'équipage. Parce qu'il faut tous les automatismes que vous avez construits, toute l'expérience que vous avez ensemble. On fait pas des équipages 4 ans en avance pour rien, quoi. Voilà. C'est qu'il y a des automatismes, etc., qui viennent, et donc
Bah là, ils ont estimé que l'équipage de Ingrid et Gwendo, même 9 à 3 mois des Jeux, serait plus performant que l'équipage de Camille et Gwendo. Voilà. Et vous étiez ensemble depuis les années 80, donc voilà, ça faisait 6 ans. un moment, et on a vu des bons résultats aussi au pré-olympique en Chine. Hein. On n'avait pas fait des résultats dégueux. On termine 5e au test event 2 ans avant, donc c'était pas non plus ridicule, quoi. Mais non, voilà, c'était comme ça. Et donc du coup, comment est-ce qu'on rebondit? Parce que tu vas rebondir, mais du coup, dans ces cas-là, on dit quoi? On dit bon bah j'arrête tout, il m'emmerde. Non. La passion est bien supérieure à ça. On pleure beaucoup. Et puis non, rapidement, moi je me dis non mais je vais leur montrer de quoi. En fait, c'est là qu'ils ont fait. C'est là qu'est née la guerrière. Et donc déjà, il faut l'objectif numéro 1, c'est de retrouver une équipière, quoi. Donc en plus, j'ai vraiment envie de terminer la saison, de faire ce championnat d'Europe avec lequel j'avais prévu de faire avec Gwendo. Je sais que Gwendo va le faire. Le championnat d'Europe est après les Jeux, hein. Non, il était juste avant. Il était au mois de mai. Ou mai ou juin. D'accord. Et donc je savais que Ingrid et Gwendo allaient y participer, et moi je voulais y participer. Ça, je pouvais pas rester la saison entière sans compète. Donc vraiment, il faut que je fasse le championnat d'Europe avec quelqu'un et que je leur montre que je suis pas nulle, quoi. Et donc je trouve une équipière, donc la personne de Mathilde Gaillon, qui était une Havraise, qui tournait bien en 4-20, qui était un peu plus jeune que moi, et donc je l'embarque dans l'histoire. Je lui dis écoute, viens faire championnat d'Europe, si ça te plaît, on voit après ce qu'on fait. Éventuellement, on part sur une PO ensemble. Et puis il me semble qu'on fait au championnat d'Europe, on fait dans le top 10, quoi. Donc c'était une bonne expérience. Mathilde Gaillon, super enchantée, c'est génial. Par contre, on fait le bilan à la fin du championnat, et écoute, moi j'ai prévu de faire la marine marchande, je pourrais pas t'accompagner dans l'aventure olympique. Donc à nouveau, il faut que je retrouve quelqu'un. Et là, tout l'été, je vois pas avec qui je peux naviguer, quoi. Mais du coup, alors ça, par exemple, comment tu cherches? Tu passes des coups de fil, tu t'appelles les entraîneurs. J'appelle les entraîneurs. Il y a pas de site, il y a pas de petites annonces. Il y a pas de petites annonces. J'appelle les entraîneurs. Je traîne je fais savoir que je cherche quelqu'un. Je sais plus si je fais des essais avec d'autres personnes, il me semble pas. Et puis cet été-là, je m'embarque sur un Tour de France à la voile, parce que à défaut de faire autre chose, au moins je suis embarquée sur un équipage du Tour de France. Et sur le tour, je retrouve Mathilde Géron, ancienne Havraise, donc qui était avec moi aussi dans le groupe d'optimistes qui avait démarré la compète. D'accord. Et voilà, et on n'était pas forcément très amis d'ailleurs, on était plutôt concurrentes. Et là, on se recontacte et on dit tu cherches, c'est quoi le gabarit équipière, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour être équipière de 4-7, quoi. Enfin, je sais plus comment exactement elle tourne. Et en gros, on se met je me dis, oui, tiens, Mathilde, super, elle avait un super niveau en opti en Europe, tiens, ça pourrait être un bon équipage, quoi. Et elle fait pas de 4-7, hein? Non, elle vient du solitaire, elle vient de l'Europe et du laser. D'accord, l'Europe qui a été dérivé olympique féminin pendant de longues années, mais qui l'est plus déjà à ce moment-là. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc elle est en laser, et alors elle avait déjà entrepris des études de marine marchande, elle aussi. Donc elle était pas complètement dispo, mais bon, on se lance quand même ensemble. Alors là, il faut à nouveau tout reconstruire. Exactement. Et tu gardes ta place dans l'équipe de France? Comment ça se passe dans ces cas-là? Alors j'avais encore à ce moment-là, j'avais encore une place en équipe de France, parce que les résultats de 2008 avaient fait en sorte que après les Jeux, j'étais toujours parmi les bons équipages féminins. Donc on me fait confiance là pour cette Olympiade-là. Donc, c'est une remise à zéro, d'autant plus qu'en fait, l'équipage féminin qui est allé à Pékin a fait 11e. Voilà, de mémoire, oui, ouais, donc c'est plutôt un échec. Un résultat moyen, voilà. Ouais. Et il y a une remise à zéro parce que les deux, l'équipage arrête. Oui, ouais. Et donc, du coup, il y a une place à prendre, il n'y a plus de titulaire. Ingrid repart à naviguer avec Nadège, qui allait mieux. Et donc, il y a à nouveau une reconstruction de l'équipe de France féminine de 4-7. Il y a un nouvel équipage qui se forme aussi à ce moment-là, c'est l'équipage de Manu Roll et d'Hélène de France. Et puis, mon équipage avec Mathilde Géron. D'accord. Voilà. Et donc, là, il y a un espèce de groupe qui se reforme. Au début, l'entraîneur, c'était Philippe Michel. Et puis, rapidement, Gilda Philippe a repris le... D'accord, ton entraîneur qui est toujours actuel. Qui est toujours actuel, hein. Ouais. D'accord. Et du coup, parce qu'on voit bien que ces collectifs sont un peu paradoxaux, parce que c'est des collectifs de concurrents, mais qui doivent quand même travailler ensemble.
Donc ça, c'est l'une des particularités de la voile olympique. Et puis du coup, avec l'histoire de la sélection à moitié pour les Jeux, comment t'arrives quand même à collaborer? Tu mets ton orgueil dans ta poche, tu dis de toute façon, je suis là pour vous montrer ce que je vais faire. Ouais. Alors c'est un peu délicat. C'est l'année 2009. C'est une année où moi je dois faire mon stage de master. Enfin donc j'ai un gros stage de fin d'études à faire. Mathilde, elle est encore en mer, je sais pas combien de fois par semaine. Enfin voilà, elle est une semaine sur 2 ou une semaine. 2 semaines sur 3, elle est en mer, donc on a très peu d'entraînement en commun. Et puis bon, on se présente au championnat du monde à la fin de l'année, et là, à nouveau, c'est la cata. Après, fallait dire aussi, c'est que Mathilde, elle avait jamais équipé avant, et donc il y avait tout le travail technique à refaire. Et avec le nombre d'entraînements qu'on avait fait, c'était sûr qu'on allait se prendre une bâche, quoi, et ça a pas loupé. Et là, par contre, la fédération tique en disant bon voilà, on vous a pris en équipe de France, mais là c'est pas des résultats d'équipe de France, donc on vous laisse 4 mois de plus. Au mois de janvier 2010 à Miami, s'il y a pas un bon résultat, vous sortez quoi. Donc et là, à nouveau, je pense que ça a été un petit peu le coup de fouet. Chaque année, ton statut d'équipe de France est lié à tes résultats. Exactement. Ouais. Ce qui est à mon avis normal. Il faut pour accéder à l'équipe de France, il faut quand même qu'il y ait des résultats. Rien d'acquis, je veux dire. Exactement. Il y a rien d'acquis si d'un un équipage de cadors, mais que tu fais 3 grosses boulettes dans l'année, c'est fini quoi. Oui. Ouais, ça peut être fini. Voilà, donc ça c'est un peu la dure loi, mais je pense qu'on. C'est le haut niveau quoi. Enfin, c'est le haut niveau et puis je pense qu'on y est vite habitué. Et donc, là, avec Mathilde, ça y est, on se met un gros coup de fouet, on aménage un peu plus. Moi, j'ai fini mon stage, donc je suis un peu plus libérée. Et puis Mathilde passe aussi à une année supplémentaire et bon, elle met un peu plus, entre parenthèses, ses études. Et donc, le fameux mondial en Australie, il se passe comment ? Alors non, c'est une Coupe du Monde à Miami et on termine dans les 5, il me semble. Donc ouf. Vous sauvez votre tête. Voilà, exactement. On sauve notre tête et puis et on reste dans ce collectif avec les 3 bateaux féminins. Alors du coup, même chose. Comment se construit la relation avec Mathilde qui du coup doit apprendre une partie du support alors que toi tu le connais déjà bien. Comment vous arrivez à construire ça, c'est des heures. Enfin, je le redis souvent, mais les gens qui s'intéressent à la course au large n'imaginent pas à quel point on vient ici en plein mois de novembre, on va vous voir naviguer, on va voir des petits speeds des 4-7 naviguer au milieu de la rade, quoi. C'est des heures et des heures et des jours et des jours. C'est beaucoup d'heures passées sur l'eau. On fait quasiment pas de chantier. Et toc. Voilà, c'est à peu près la moitié du temps sur l'eau, donc. Voilà, puis en fait, le travail technique, les gestes techniques, finalement, sur le bateau viennent rapidement avec la répétition. Après, il y a des choses qui viennent plus lentement. C'est la coordination, la construction de la stratégie à deux, la communication, tout ça, ça met souvent beaucoup plus de temps. Et donc, notre objectif premier avec Mathilde, c'est déjà de technique, d'aller vite, qu'on puisse virer correctement, qu'on puisse, Et puis ensuite, on a construit le reste, quoi. Après, l'avantage avec Mathilde, c'est qu'elle avait déjà un bon niveau en laser et donc le niveau tactique, stratégie, il était largement suffisant et elle a pu prendre ce rôle-là à bord, quoi, sans avoir besoin de former quoi que ce soit. D'accord. Et ça marche tout de suite ou il y a des hauts, il y a des bas? Parce que la construction d'un bon équipage est quand même très très long. Ouais, et puis ça dépend des personnes en fait. Avec Gwendo, elle avait pas du tout d'expérience de la compétition, donc par exemple les décisions tactiques, stratégiques à bord, elles étaient beaucoup plus partagées. Elle avait besoin, elle me donnait les infos, elle avait besoin que j'ai le dernier mot, quoi, pour dire oui on vire, oui ou pas, quoi. Mathilde, c'était différent. Elle avait besoin de garder ce rôle pour se sentir bien sur le bateau, et donc je savais que moi j'avais pas forcément il fallait pas que je l'entrave là-dedans, quoi. Donc c'est que des petites adaptations aussi en fonction de la personne. Je suis loin d'être un spécialiste. Ça veut dire que c'est toujours l'équipier qui tactique sur pas toujours. Ça dépend des équipages, mais souvent le schéma c'est quand même auprès l'équipier fait la stratégie parce que il a une meilleure vision du plan d'eau au trapèze. Le barreur est concentré sur la vitesse et les réglages, et puis inversement au portant. D'accord. Donc ça c'est un truc un peu classique. Après il y a des équipages qui fonctionnent différemment aussi. D'accord, très bien. Et du coup, les premiers résultats arrivent à quel moment? Dans ma fiche, il y a un trou entre 2009 et 2012. En 2010, on termine 4e au championnat d'Europe.
Donc ça, c'est un bon résultat. Et 2011, pareil, on est dans le top 5, quoi, mondial. Donc ça marche bien assez vite. Ça marche plutôt bien. Mais par contre, il y a les sélections au JO de 2012 qui se rapprochent. Et là, on sent que ça devient la guéguerre avec les autres équipages français, quoi. Ouais. Une petite guéguerre franco-française qui se met en place parce que on rentre un petit peu dans la période de sélection. En plus, que cette période n'était pas forcément claire parce qu'on n'avait pas vraiment de directive du DTN. Et donc, c'était complètement C'est flou. toujours un enjeu, hein. Là, Oui. on a bien vu encore à nouveau dans ces sélections-là, alors pas en 4-7, mais plutôt en planche à voile ou en 49er. Ouais. On a bien vu que ça génère toujours des tensions. Bah oui, malheureusement. Ouais. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est impossible de mettre en place un système de sélection clair pour tout le monde ou qui pourrait être fondé uniquement sur la performance. Voilà, il y a 3 épreuves, c'est celui qui cumule le plus de points sur ces 3 épreuves qui est sélectionné. Ou parce que c'est plus impalpable que ça ou en fait, la sélection mathématique, elle a déjà été testée dans le passé et ça s'est pas forcément révélé très bien. Et en fait, le problème, ça prenait pas du tout en compte si jamais, par exemple, un leader avait une blessure. Qu'est-ce qui se passait je sais pas, en planche, le gars avait dominé et puis d'un coup il se blesse et puis finalement c'est l'autre, c'est le second couteau qui va. C'était pas non plus le meilleur choix. Et puis aussi, c'est arrivé, il me semble que c'est arrivé pour Faustine Méret où des étrangères étaient au courant du mode de sélection et ont bloqué volontairement Faustine, par exemple, en se disant non, elle est trop dangereuse celle-là, on va genre une course d'équipe pour faire gagner l'autre planchiste française, d'accord. Voilà. Donc ça s'est pas forcément révélé super bien et donc le mode de sélection, c'était une décision du comité de sélection. Et voilà, qui était plus ou moins clair, quoi. D'accord. Et donc là, quand pour 2012, vous concourez sans connaître précisément les modalités de la sélection. Sans connaître, est-ce qu'il y avait une épreuve sur laquelle on allait être plus observé ou pas. Donc en fait, on avait l'impression que toutes les compètes qu'on faisait, c'était la sélection, quoi. Enfin, j'exagère, mais il y a quelque chose près. Un peu de tension. Oui, c'était des grosses années de tension, quoi. D'accord. Et donc du coup, comment ça se passe? Vous l'apprenez comment? Donc déjà, le premier avantage, c'est que en 2011, il y a le test event pour les Jeux de Weymouth, donc c'est un an avant, et il faut sélectionner. Le test event, c'est la répétition générale sur le plan d'eau des Jeux. Des JO. Et donc quelques mois avant, on termine sur le podium à Weymouth avec Mathilde. Donc c'était vraiment l'épreuve. Là, on savait que ça allait se jouer là les qualifs pour le test event. Et là, super surprise, on domine les autres françaises, quoi. On termine sur le podium. Donc, claque, sélectionné au test event. Donc, déjà, ça, c'est énorme dans le poids de la sélection. C'est que, tu dis, ça y est, on a réussi parce qu'on a été tout le temps au coude à coude. Il y a qu'un seul équipage pour le test event. Oui, il y a qu'un seul équipage. On était toujours au coude à coude et là, on a pris l'avantage, quoi. Donc, à l'intérieur de l'équipage, super, quoi. On se dit, c'est hyper encourageant. Enfin, voilà, on a gagné une sélection déjà, on n'a pas gagné celle des Jeux, mais on a réussi la sélection test event, c'est un énorme avantage. Et puis, s'il y a un bon résultat au test event, c'est des points en plus dans la balance pour les sélections aux Jeux, quoi. Et au test event, il me semble qu'on termine 5e, donc pas de podium, mais pas non plus trop mal, quoi. Et ensuite, un an de plus, donc on se rapproche de plus en plus des JO, et là, vraiment l'ambiance se dégrade, quoi. C'est vraiment la guéguerre. Et ça se traduit comment alors? C'est des tout est fait pour mettre des bâtons dans les roues. Mais concrètement, j'exagère, mais je m'en souviens plus très bien, mais c'est vraiment chacun pour soi, quoi. Ouais, chacun pour soi, on partage plus rien, on partage plus les casses à outils, on partage plus tu peux mettre un tournevis? Non. Non, voilà, enfin voilà, je prends toute l'eau chaude dans la maison, j'ai des souvenirs comme ça toi tu peux plus te doucher, enfin bref. Ça avait atteint des niveaux très très hauts. Voilà, donc là-dessus avec Mathilde, je pense qu'on a été très solide, ça nous passait un peu au-dessus du chaud l'eau froide. Voilà, exactement, on était des durs au mal, on avait vraiment pas peur de la confrontation et ça je pense que ça a été un énorme avantage dans ces sélections qui étaient serrées et puis qui étaient finalement que du mental, quoi. Enfin, parce qu'on avait toutes le même niveau technique à quelque chose près. Donc c'était juste, ça allait se finir au mental. Et le DTN ou le directeur de l'équipe de France, il ne fait rien pour changer ça? Ou il se dit que je sais pas à travers ça, il va voir émerger justement des caractères ou de la détermination? Je pense que c'était le meilleur on prendra la meilleure. Enfin bref, Gilda Philippe, l'entraîneur, lui, il essayait tant bien que mal de garder un groupe d'entraînement. Donc je pense que ça n'a pas été facile pour lui. Il est entraîneur de tout le monde. Voilà, il est entraîneur de tout le monde. Il est resté entraîneur de tout le monde jusqu'à la fin
Et voilà, d'ailleurs, je pense qu'il a plutôt bien réussi à gérer ces 3 équipages de filles qui étaient hargneuses, quoi. Et comment, du coup, vous l'apprenez quand vous êtes sélectionné pour les Jeux? Donc la sélection se fait très très tard. Elle devait se faire en décembre 2011 sur le championnat. Ça devait se terminer en décembre 2011 sur le championnat d'Europe, sur le championnat du monde à Perth, en Australie. Et puis finalement, le DTN pas content des résultats. Je crois qu'Ingrid termine 11e, Non termine 13, et puis Manu était beaucoup plus loin. Par contre, donc DTN, pas content, il n'y en a pas une dans le top 10. On reporte quoi. Et là, oh là là, 4 mois de plus de sélection. Et en gros, il y avait une deadline qui était la semaine olympique française en avril 2012 à Hyères. Et donc là, on savait que c'était le dernier espoir, quoi. Et donc là, beaucoup d'enjeux sur cette régate-là. Et finalement, on termine sur le podium avec Mathilde loin devant les 2 autres. Et donc, la sélection a été faite à ce moment-là. D'accord. Donc, et donc, c'est la fête? Ouais, c'est la fête, hein, parce que c'était vraiment. Mais on est à 4 mois des Jeux. On est à 4 mois des Jeux. Ouais, donc c'est la fête pour un court temps, quoi. Et puis là, c'est quand même, c'était un énorme soulagement. Et un mois après, d'ailleurs, je pense qu'on était libérés, etc. On termine sur le podium du championnat du monde. Donc comme quoi, je pense que les sélections nous bloquaient quand même un petit peu dans nos résultats, quoi. Mais on pourrait imaginer qu'il peut y avoir l'effet inverse aussi, qui est de dire en fait vous avez laissé beaucoup d'énergie, beaucoup d'influx nerveux et que vous avez plus rien de et là c'est pas réserve. C'est pas ce qui s'est passé, donc tant mieux, mais c'est vrai que ça peut aussi avoir l'effet inverse. Ouais. Il y a pas de recette magique encore pour savoir quelle est la meilleure la meilleure façon de sélectionner, quoi. D'accord. Alors les Jeux, les fameux Jeux que tu vises depuis tant d'années, comment ça se passe? Ils sont pas très loin, hein, ils sont de l'autre côté de la Manche, donc c'est vraiment tout près, hein. Ouais. Raconte ce que c'est que l'ambiance des Jeux. Là, on découvre, hein, Mathilde et moi, on n'y a jamais été. On écoute les plus âgés nous raconter leurs histoires de JO. Donc, on apprend que il se passe toujours des choses improbables, blablabla. Mais en fait, tant qu'on n'y est pas allé nous-mêmes, c'est très dur de se rendre compte et de se faire une idée. Et donc, je crois qu'on a bien profité avec Mathilde. On s'est dit qu'on allait participer à la cérémonie d'ouverture. On a vécu le truc à fond, quoi. Et puis, par contre, au niveau sportif, c'était un peu plus dur. On a du mal à rentrer dans la compétition. Je crois qu'on fait pas une bonne journée. Et là, c'est un peu la cata, quoi, parce que quelques mois avant, on est sur les podiums internationaux du mondial. Et puis là, on se prend quand même une bonne raclée le premier jour. Et puis finalement, on a réussi à bien remettre les choses à plat. Le soir, avec Gilda, le problème, c'est je me rappelle de ce jour-là, il dit, le problème, c'est que moi, j'ai rien vu de la compète. Je suis derrière, je vois rien. Je suis avec mes jumelles, je vois rien, quoi. C'était très dur pour lui de nous aider. Pourquoi? Parce qu'il a pas le droit d'aller. Il a pas le droit de monter sur le parcours, donc il voyait vraiment ça de loin. Et donc, grâce aux traces GPS, par contre, on avait des trackers embarqués. Le soir, on ouvre, on regarde les trackers et puis on essaye de trouver qu'est-ce qui est pas allé, quoi. Et puis, Gilda nous oriente et nous dit, je crois que vous avez joué un peu trop mieux. Enfin voilà, on commence à essayer de trouver ce qui va pas. Et puis le lendemain, ça y est, on rentre bien dans le match et on gagne la manche d'après, quoi. Donc on s'était remis, les choses remises à plat. Et puis, comme ça, toute la semaine, c'est assez long, hein. Je crois que c'est 10 jours parce qu'il y a des journées de pause au milieu. Donc, c'est interminable, C'est un format différent de d'habitude? C'est un format différent. Habituellement, c'est 6 jours de compétition avec la finale, la medal race. Et là, c'est au moins 8 jours parce qu'il y a 3 jours de course, une journée de réserve, 2 jours de course, une journée de réserve, la medal race, journée de réserve. Et donc, c'est interminable. Et donc, chaque jour, on fait notre petit bout de chemin, et chaque jour, en fait, on se dit, c'est pas encore le top du top, mais par contre, on est encore dans le match, quoi. Et en fait, on se dit ça jour après jour, puis arrivé à la fin, on commence à faire un petit jeu, avec Mathilde, à terre. On se dit, tiens, regarde, elle a l'air elle est sur le podium aujourd'hui, elle a l'air complètement stressée, et ça loupe pas. Enfin, on voit les gens, dégringoler au fur et à mesure des jours dans le classement, quoi. Et là, un jour, on voit l'Italienne faire la tête à terre, et puis ça a pas loupé. Le jour même, elle se prend 2 grosses tôles, quoi. Et là, en fait, en regardant les gens, on s'aperçoit que, en fait, nous, on est encore là, on a encore de la réserve, et qu'on peut encore espérer grimper sur le podium. Et voilà. Et donc, on arrive en finale en 4e place. Donc, on est à 2 points du podium, je crois, 3 points du podium avant la medal race. Et donc, on sait que tout va se jouer sur cette finale, quoi. D'accord. Voilà. Qui se passe pas, tout le monde connaît l'histoire, mais ce qui se passe pas comme on l'aurait souhaité, hein. En fait, on doit finir, pour espérer avoir la médaille de bronze, on doit mettre un bateau d'écart avec les Hollandaises.
Donc on va finir devant avec un bateau d'écart entre elle et nous. Et puis on fait toute la manche avec ce bateau d'écart, donc c'est très fragile, hein, on y est dessus, mais pas voilà, au moindre changement, ça peut basculer dans l'autre sens. Et sur le dernier bord, la dernière bouée, en fait, donc on va vers la ligne d'arrivée, et là on s'aperçoit que les Hollandaises arrivent à prendre de l'eau sur les Brésiliennes et s'engagent à la bouée, et donc enroulent, finissent juste derrière nous, quoi. Donc pas assez de points d'écart, et donc voilà, grosse déception de la 4e place. Alors, médaille en chocolat, comment ça se gère? À nouveau, un coup très très dur, parce que repartir des Jeux sans médaille, c'est vraiment la punition, quoi. On n'existe plus, quoi. Enfin, voilà, c'est la grosse. Tu dis ça avec un grand sourire. Ouais. Non, parce que maintenant je regarde ça avec le recul, mais c'est vrai que sur le moment, c'est un coup de massue, quoi. Enfin, vraiment. Grosse déception, on rentre, vacances, on fait une grosse pause. Alors, avant de passer à la suite, juste dis-nous ce que c'est que de naviguer. Moi, je me souviens d'une interview que j'avais fait il y a très longtemps avec ça devait être le DTN de l'époque dont j'ai oublié le nom malheureusement. Philippe Gouard. Philippe Gouard, ouais. Et qui disait qu'en fait, en parlant de la sélection justement, qui disait toute la complexité de choisir le bon équipage, et qui disait qu'au jeu, en fait, tout le monde était à égalité techniquement parlant, tout le monde était à égalité sportivement et physiquement parlant. Ouais. Et que c'était ça se jouait ailleurs et dans l'impalpable en fait. Ouais. Il appelait ça la bulle olympique. Moi, ça m'avait fasciné de savoir qu'en fait, vous pouvez travailler et mettre en œuvre plein de moyens pour être à votre meilleur niveau, mais qu'il reste une part d'une sorte d'impondérable qui fait que seuls les très grands champions sont au rendez-vous de cette compète exceptionnelle, quoi. Est-ce que tu as senti ça aussi? Est-ce qu'on sent ça, que c'est une régate qui n'est comparable à rien d'autre? Aucune autre. C'est certain. Et puis il y a toujours des favoris, enfin certains favoris, et il y en a toujours un dans le lot qui va passer à côté, quoi. Et ça, c'est très dur, parce que tu dis voilà, c'est peut-être moi le favori qui va passer à côté. Enfin, il y a. Et puis il y a aussi des gens qui sont toujours au rendez-vous. Et il y a des gens qui sont toujours au rendez-vous. Exactement. Il y a Captain Rider, il est toujours au rendez-vous. Ouais. Et voilà. Et vous savez, vous avez une idée de comment est-ce qu'on peut approcher cette capacité à être au rendez-vous? Parce qu'on voit bien que c'est autre chose que de la technique, quoi. Je pense que c'est du mental, c'est c'est apprendre à être au rendez-vous, et je pense que les modes de sélection ont un petit peu changé, et ce qui fait que c'est un peu, on nous apprend plus, on nous demande d'être prêt à un certain rendez-vous. Et ça, voilà. Et souvent la sélection se joue à ce rendez-vous, et c'est important de savoir être là. Donc souvent, nous, je sais qu'on prend les championnats du monde en se disant, voilà, il faut que ce soit, c'est l'objectif de l'année cette année. Il faut qu'on soit au rendez-vous sur cette épreuve et pas sur une autre, quoi. Pas au championnat d'Europe 2 mois après, quoi. C'est là ou maintenant, quoi. Enfin, même si on gagne le championnat d'Europe après, en fait, on s'en fiche, quoi. D'accord. Donc c'est une question de savoir monter en puissance, ni trop tôt ni trop tard. Ouais, bien se préparer spécifiquement pour l'épreuve, quoi. Donc si on a un championnat sur tel plan d'eau où il y a telle vague, voilà, c'est s'entraîner dans ces conditions-là, avoir le matériel adapté, avoir l'état de forme, voilà. Sur ces premiers jeux, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait comme erreur qui vous ont semblé? Je pense qu'on s'est un petit peu fait avoir. On a eu un petit peu l'effet de surprise du premier jour, je pense. Et puis après, moi, je pense aussi qu'il y a des fois, il y a des conditions spécifiques sur les jeux qui font que on va pas être, ça va pas être nos conditions favorites, et il suffit d'un petit, un peu plus de, par exemple, on va dire un peu plus de vent fort sur la durée du championnat que de vent faible, et puis certains équipages vont passer devant à la place d'autres, quoi. Et alors que toutes sont bonnes, quoi, mais ça peut jouer là-dessus aussi. Donc je pense qu'il y a ça, et puis ouais, je pense que le manque encore on n'avait peut-être pas assez travaillé à ce moment-là les finales, quoi. Parce que je pense qu'on était en fait on était sur la pente ascendante, mais on n'était pas installé en tant que leader, on n'avait pas l'habitude en fait d'être devant, et je pense que les finales on les maîtrisait pas autant que ce qu'on maîtrise aujourd'hui avec Aloïse ou avec Hélène, quoi. Donc il y a vraiment une prime à l'expérience et à la. Ouais, je pense. Ouais. Et puis le fait d'être habitué à être devant, quoi, et se dire voilà, c'est ma place, quoi. Ouais. C'est normal. C'est normal. Il y a personne devant, c'est normal. Voilà.
Alors du coup, comment se gère l'après-jeu? On a expliqué tout à l'heure que c'était vraiment des cycles très très précis. Ouais. Donc là, tout s'arrête. Bon, il faut Tout digérer s'arrête. la déception. Voilà, on digère la déception, Mais tu sais, on reconstruit un projet. En partant de Weymouth, tu sais que tu repars, tu sais que Ah oui, moi je sais que je repars. À cause de la déception. Oui, à cause de la déception, quoi. Bah un peu comme en 2008. Ça m'a plutôt reboosté, quoi. Enfin, je me dis non, mais c'est pas possible. Je peux pas rester là-dessus, quoi. Ouais, c'est pas, je vais m'effondrer dans mon coin. Non, c'est sûr que faut gommer ça, quoi. Voilà. Et avec Mathilde, vous êtes en phase, vous en parlez tout de suite Pas tout de suite, je pense qu'on prend chacun un petit peu d'air, on fait ce qu'on a envie. Moi je sais que je pars un petit peu en voyage, Mathilde, je veux dire, refait un petit peu d'heures pour la marine marchande. Enfin, on reprend un petit peu nos vies et puis arrivé début de l'année 2013, on a décidé que OK, on repartait toutes les deux, on fait le bilan. Il y a une grosse pause quand même. Oui, il y a une grosse pause où on fait le bilan et on se dit bon, est-ce qu'on repart 4 ans de plus ensemble ou pas? Et voilà, on regarde si c'est faisable, si on est prêtes toutes les deux à le faire. Et bon, à ce moment-là, on est prête à le faire, quoi. Donc on se dit bon, allez, roule 4 ans de plus, quoi. Ouais. On en parle comme ça, mais c'est des engagements. Mais il faut vraiment y réfléchir. On passe plus de temps avec son équipière qu'avec voilà, puis on met entre parenthèses, exactement, on met entre parenthèses des projets de vie, et si ça colle pas pour les deux, ben ça peut pas fonctionner, quoi. Voilà. Et donc on fait le début d'année 2013 avec Mathilde. Enfin, on fait la saison 2013 avec Mathilde. Et puis en fait, je m'aperçois que Mathilde, elle a aussi envie de faire d'autres choses. Elle se passe pas mal quand même. Hein. Oui, ça se passe plutôt bien. D'Europe, voilà, exactement. Mondial, c'est pas. Voilà, tout roule, quoi. Vraiment, plutôt des plutôt bons résultats. Par contre, moi, je sens que notre équipage, quand même, on n'a pas la même envie et on n'a pas le même investissement à mettre dans l'équipage. Et en fait, arrivé à la saison de 2013, moi je dis à Mathilde, écoute, si on n'a pas le même niveau d'investissement, je pense que ça sert à rien qu'on continue ensemble. Donc je pense que c'est un peu dur de dire ça à quelqu'un. Mais bon, il faut savoir que c'est encore long, quoi, qu'il y a 4 ans à venir, et que si ça part mal dès le début, si on chiffonne là-dessus dès le début, c'est pas bon signe, quoi. Donc tu tranches, en fait. Donc je tranche et je dis voilà. C'est toi qui dis. Ouais, c'est moi qui dis je crois qu'il faut mieux qu'on arrête. D'accord. Et ça se passe comment? Elle le prend comment? Pas très bien, évidemment. Pas très bien, et voilà. Mais après, c'est vrai que moi, à ce niveau-là, je le vois déjà d'une manière professionnelle et pas forcément amicale, quoi. Plus amicale comme je le voyais avec Gwendo, etc. Parce que du coup, c'est intéressant ta remarque. Ça veut dire qu'il y a deux manières de vivre l'association, quoi. Voilà, au début, je pense qu'on est jeune, il y a beaucoup d'amitié qui rentre en jeu, beaucoup d'émotions, de sentiments. Enfin voilà, c'est le côté un peu copine, etc. Et puis en fait, plus on va vers le haut niveau, enfin plus on se professionnalise, plus on place du temps là-dedans, plus ça devient une relation professionnelle, en fait. Et donc l'amitié, elle est secondaire, quoi. Même si elle est importante et qu'elle peut amener un plus, même si elle est importante et qu'elle peut rendre les choses vraiment agréables, etc. Mais c'est avant tout, c'est professionnel, quoi. D'accord. Donc là, tu te mets en quête d'une nouvelle équipière, à nouveau d'une nouvelle équipière. Et voilà. Et je sais qu'Hélène de France est disponible et prête à repartir pour une nouvelle Olympiade. Donc d'accord. Tu le sais au moment où plus ou moins. Ouais. Il y a une hypothèse possible, quoi. Voilà, je sais que de contacter, qu'Hélène pourrait être une équipière potentielle. En fait, quand tu prends cette décision-là, tu ne pars pas dans l'inconnu complètement, quoi. C'est pas. Non. C'est pas. Il y a pas tout à reconstruire. Il y a une hypothèse de travail. D'accord. Exactement. Et donc, je recontacte Hélène assez rapidement. Donc, il faut se rappeler qu'on avait vécu des années de sélection quand même très très dures, qu'elle avait vécu la non-sélection. Alors, c'est elle qui avait consommé tout le ballon d'eau chaude ou pas? Je sais pas. non, c'était pas elle. Du coup, c'est eux qui peuvent ressortir un peu plus tard, quoi. Oui, voilà, mais non, c'était pas elle, c'était pas du tout son style. Elle avait refusé de te prêter le sel, c'est ça? Voilà, c'est ça. Okay. Donc on se recontacte et puis Hélène est plutôt vraiment partante. Elle aussi, elle est restée sur un petit goût d'inachevé. C'était quand même son rêve aussi. Donc elle se dit allez, on retente.
C'est assez incroyable. De l'extérieur, c'est assez incroyable justement ces mercatos qui font que. Ah oui, ouais, c'est un peu le mercato que malgré les, les tensions qu'il y a pu y avoir, ce qui compte, c'est tellement la perf. C'est la perf, ouais. On est prêt à mettre de l'eau dans son eau. Mais ça, moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Et quand j'étais plus jeune avec Gwendo, je le voyais pas du tout sous cet angle-là. Et en fait, c'est avec le temps que j'ai perdu ma naïveté. Et je me suis dit, bon, bah oui, c'est vrai que c'est devenu insensible c'est un projet professionnel. Et ouais. Alors du coup, est-ce qu'au fil du temps, justement, tu développes aussi une capacité à t'adapter à des nouvelles équipières, parce que j'imagine qu'elles sont toutes différentes à chaque fois. Voilà. À part qu'elles sont plus grandes que toi et qu'elles sont équipières. Elles sont grandes et qu'elles, voilà. Bah oui, complètement. À nouveau, Hélène, c'est une personnalité très différente de Mathilde, qui était une personnalité différente de Gwendo, et il faut à nouveau s'adapter à la personne avec qui. Tu t'enrichis de chacune de ces histoires. Ouais, et puis c'est intéressant, quoi. Puis moi, en fait, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est reconstruire quelque chose à deux, en disant bah voilà, on va prendre ses points forts, mes points forts, on va essayer de faire que ça marche ensemble, etc. Enfin et ça, j'en prends conscience de plus en plus. Enfin, ça a surtout été avec Hélène que j'ai pris conscience de ça, que bah voilà, on avait chacun des points forts, des points faibles, et qu'il fallait les aménager au mieux, quoi. D'accord. Voilà. Et donc ça marche aussi assez rapidement. Bah ça marche aussi assez rapidement. Là on commence à avoir un petit peu de bouteille toutes les deux. Hélène elle a fait une PO entière. Au niveau technique déjà on commence à être bien calé, à bien connaître le bateau. Et puis bah comme je disais il y a cette petite chose qui vient au fur et à mesure des années, c'est la cohésion, la coopération. Enfin voilà qu'il faut construire, etc. Mais ça vient avec le temps. Est-ce que alors c'est une vie de couple hein? Ouais, clairement. Très clairement. Est-ce que du coup, comme dans toutes les vies de couple, il y a des hauts et des bas, il y a des moments de tension très forts, il y a des moments pas spécifiquement avec Hélène de France, mais en général. Ouais, en général. Oui. Je l'ai déjà raconté on sait que Pépin et Pillot, quand ils sont médaillés d'or, ils peuvent plus se voir. À Séoul, c'est ça. Hein, ouais, à Séoul. Ils se parlent quasiment plus, quoi. C'est légendaire. J'étais pas au courant. J'ai appris quelque chose. Mais on peut performer quand même. Voilà, je pense qu'il faut, dans une moindre mesure, mais ouais. Mais... Et du coup, comment on gère ces moments-là? Il y a des moments de vraie tension très très durs. Il y a des moments de. Ouais, je pense. Oui. Il y a. Alors moi, dès qu'il y a des résultats, c'est sûr que ça. Voilà, les résultats, ça va toujours bien. On oublie toujours un petit peu les. Voilà, exactement. Et alors moi, j'aime bien dire qu'il y a toujours une période de lune de miel, quoi. En général, c'est la première année d'équipage où tout est super. Il y a l'effet de la nouveauté. Ah bah, dis donc, elle fait super bien ça, elle fait super bien ça. Puis après, on voit apparaître les petits défauts qui, au début, on n'y fait pas forcément attention. Puis après, il y a les petites choses, elle met le bazar dans la caisse à outils, voilà, elle range pas son truc, elle fait tout le temps ci, elle fait tout le temps ça. Enfin, voilà. Donc, les petites, elle a vraiment une vie de couple, quoi, parce que, bah, effectivement, on passe énormément de temps ensemble, quoi. Donc, vous voyagez ensemble. On voyage ensemble, on dort ensemble. Enfin, je veux dire, on partage les chambres. On partage les chambres. Donc c'est beaucoup de temps ensemble. Donc il y a forcément des petits moments de vie de couple qui apparaissent, quoi, et qui peuvent venir des fois prendre le dessus, alors que c'est pas. Il faut rester assez objectif là-dessus, quoi. Et cette vie-là, quel rôle joue l'entraîneur? Parce qu'en fait c'est un couple, mais un peu à trois quand même. Oui, voilà, il y a l'entraîneur quand même qui est très présent. Après, bah, ça dépend des entraîneurs. Je sais que des fois, il y a des entraîneurs qui vont vraiment jouer un rôle de médiateur assez fort. Je pense que c'est pas Gilda, c'est pas forcément ce qu'il sait faire de mieux. On va dire nous aider à régler nos problèmes. La main. Donc, il a tendance à essayer de pas les voir. Et du coup, sachant ça, on s'est tous dit, tous les trois, avec Gilda et mes précédentes coéquipières, on serait bien qu'on ait quelqu'un pour nous aider à régler des fois nos petits soucis d'équipage, si jamais il y en a, quoi. D'accord. Et donc on a un coach ou une préparatrice mentale. Voilà, une psychologue qui nous suit et qui souvent sert à ça, quoi. Honnêtement, cette relation à deux, il faut qu'elle soit et du coup, qu'elle fonctionne, quoi. Du coup, vous la voyez tous les deux ou vous la voyez séparément? Oh, ça dépend, ça dépend. On fait principalement on parle de choses sur le bateau, quoi, de choses pas des chaussettes dans la chambre. Voilà, exactement. Donc on la voit assez régulièrement tous les 2 mois, quoi, à peu près, je dirais, voilà. Ça, c'est 4-5 fois par an, on va dire, et on fait un petit bilan, nous aide à construire des choses ensemble, nous aide à résoudre des problèmes des fois. Il y a c'est pas une tierce partie, mais il y a une autre partie encore qui intervient dans cette Exactement. Oui. D'accord, très bien.
Ouais. Alors, on revient à cette époque-là. Donc, il y a à nouveau une compétition pour la sélection. Elle est moins tendue. Ouais, elle est moins tendue. Avec Hélène, quand même, on a un petit cran d'avance sur les autres équipages féminins français. Donc là, on va faire des sélections voilà, c'est pas les sélections qui nous stressent. Enfin, on n'y pense même pas. Nous, ce qu'on pense, c'est déjà au jeu, quoi. Donc oui, dans votre tête, vous êtes qualifiés. Dans notre tête, on se dit bah voilà, je vois pas pourquoi on serait pas qualifiés. Ouais, nous, ce qu'il faut qu'on se focalise, c'est à faire. C'est qui les autres équipages féminins? À ce moment-là, il y avait en 2016 à la fin, il y avait Cassandre Blandin et Aloïse Restornas, par exemple, qui était le deuxième équipage féminin. Il y en avait d'autres, mais voilà, il y a eu pas mal de changements, de gens qui ont un peu abandonné. Donc vraiment, on n'a pas trop il y a pas d'ambiguïté sur les sélections, quoi. Mais du coup, justement, comment est-ce que tu gardes un peu la niaque et parce qu'on a bien vu que la tension servait quand même, enfin, faisait tenir un peu le projet. Ouais. Là, tout simplement, c'est que nos adversaires, c'est les étrangères, quoi. Ouais. Et on se focalise que sur se dire que on va chercher une médaille au JO, quoi. D'accord. Donc alors là, pour le coup, à nouveau, les JO, là, c'est beaucoup plus loin, c'est à Rio. Oui. Évidemment, alors toi, tu as l'expérience de la première Olympiade. J'imagine que quand on revient au JO, c'est pas du tout la même histoire. Non, d'y être une deuxième fois, on sait qu'il y a des écueils à passer, on sait qu'il y a des choses qui sont pas comme d'habitude, on connaît on sait que la jauge, elle va être bien plus drastique, on sait qu'il y a des contrôles de sécurité partout qui nous font perdre du temps. Enfin voilà, tout ça, on le sait et je pense que ça enlève un petit poids mental, quoi. Et la fameuse bulle olympique, ce fameux endroit où justement tout le reste compte, enfin tout le monde est à égalité sur la technique, le sport, la prépa physique, et cette petite formule impalpable, toi tu as l'impression de mieux la maîtriser, de mieux la... Je pense que c'est encore un petit peu nouveau. Alors quelques mois avant, donc en janvier 2016, on gagne les championnats du monde. Donc on se dit là, waouh, bon c'est bien pour notre objectif de médaille, c'est super, quoi. Mais on est dans le coup. Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que je suis pas à mon meilleur niveau trop tôt? Et aussi, est-ce que le plan d'eau de Rio, est-ce qu'on va on l'apprécie autant qu'on a apprécié le plan d'eau argentin, quoi. On sait que voilà, Rio, des fois il y a des vagues, des fois il y a de l'air fort. Enfin, ça peut être toutes les conditions. Donc voilà, ça va un peu dépendre aussi de quel type de conditions on va tomber, quoi. Et des conditions, on était imbattable avec Hélène, et il y a des conditions où c'était beaucoup plus dur. Donc Et donc du coup, alors je sais qu'à l'époque il y a beaucoup de débats sur la pollution. Oui. Plein d'images absolument effrayantes. Ouais, mais ça fait partie de nos peurs, c'est de tomber malade. Clairement, avant les Jeux, ça fait partie du risque. On se dit, quand même beaucoup de chances d'avoir un moment une touriste. Ouais. On n'a pas intérêt à ce que ça tombe pendant les Jeux, quoi. Donc ça fait un petit peu partie de nos peurs, on va dire. C'est pas des peurs qui concernent la régate, quoi. C'est juste ça, quoi. Un paramètre extérieur. Voilà, parce que les années précédentes, on a été malade, enfin voilà, donc il y a eu on se dit faut pas que ce soit pendant les Jeux, quoi. Je me souviens d'une photo d'un type qui repêche un frigo dans la baie. Oui. Il y a plein de bateaux qui nettoient en permanence, hein, mais donc pour les Jeux, c'est toujours on sort le grand jeu, donc il y a beaucoup de bateaux qui nettoient, donc en tout cas les déchets visibles sont effacés, hein. Après il reste toute la pollution je crois que sont 8 millions de gens, 8 millions de toilettes qui se versent dans la baie de Rio, donc c'est pas terrible, quoi. Alors du coup, comment se passe en termes de trajectoire cette compétition-là? Ça commence mieux que la dernière fois? Pas terrible. Ça commence aussi très mal parce que le premier jour, on a un secteur de vent ça aussi c'est typique au jeu, qu'on n'a jamais eu. Donc complètement au travers de la piste. Enfin, vraiment, on n'a jamais rencontré ce secteur alors qu'on est venu naviguer des centaines et des centaines de jours, quoi, sur les 4 ans. Et voilà, nouveau secteur, un truc complètement shifty, aléatoire. Et là, pas une bonne journée, quoi. Donc là, moi, je me dis, mince, c'est pas possible. Mais du coup, je le vis aussi avec le recul des Jeux précédents. Je me rappelle ce jour-là, Hélène, on pleure. Oh là là, mais attends, c'est foutu. Et puis moi, Gilda, mais non, je t'assure, c'est long. Enfin, c'est qu'une journée, vraiment. Je t'assure, il va se passer encore plein de choses, quoi. Et donc, moi et Gilda, on le sait par rapport à Hélène parce qu'on a déjà vécu les Jeux et donc on arrive à se remobiliser tous les trois. Et puis le lendemain, c'est une journée un peu pour nous un peu spéciale. C'est on va naviguer à l'extérieur de la baie et il y a Cartouche, quoi. Donc des vagues énormes et une des journées les plus ventées. Et franchement, ces conditions-là, c'était vraiment pas nos conditions de prédilection avec Hélène. On n'a pas la vitesse, c'est pas super. Enfin, voilà, c'est un peu difficile. On est un peu légère, en fait. Et en fait, on fait notre meilleure journée, ces jours-là.
Il me semble on fait 2 et 4. Enfin bref, vraiment une bonne journée ce jour-là. Et qu'est-ce qui se passe? Les championnes olympiques, Anamis, elle dessale. Il y a une Hollandaise, elle loupe la bouée. Enfin vraiment, il se passe des tas de trucs comme il se passe au jeu, quoi. Toujours des trucs un peu improbables, quoi. Donc ça, c'était encore une belle leçon de tout peut arriver, et tant qu'on est dans le match, on y est, quoi. Voilà. Et ça, et à nouveau, comme je disais avant, un championnat très très long, quoi. Journée de réserve. Alors en plus, je me demande si, vu qu'on était en retard dans le planning, je me demande si les journées de réserve n'ont pas été utilisées toutes. Voilà, donc ça dure 8 jours, 9 jours. On arrive à cette journée de finale programmée. Et donc là, on est pareil que 4 ans auparavant, on est 4e. Alors je sais plus. C'est le même schéma. 4e, très très serré, avec de la 2e à la 7e. Donc un peu différent. Donc là, plus ouvert, enfin plus ouvert, mais bon, voilà, il y a plus qu'à faire la meilleure manche possible, parce que il y a pas de contrôle, il y a pas de bateau à caler. Voilà, exactement, c'est juste que faut globalement le classement de la Medal Race, ça sera le classement voilà. final, quoi. Anamis, sa championne olympique, a déjà gagné, et nous derrière, ça se bataille, quoi. Et ah oui, petite anecdote aussi, la veille de la Medal Race, on fait 3 manches, c'est une grosse journée à 3 manches, et là il y a plein de protestes aussi qui se passent. Et dont nous, on en pose une contre 2 concurrentes. Enfin, il y a vraiment, là, on sent que c'est vraiment la tension, que tous les équipages essayent de gratter des points. Et donc, il y a plein de jurys, plein de réclames. Et nous, par exemple, on arrive à gagner une réclame contre, je crois que c'était l'Autrichienne. Et donc, ça y est, on en élimine une, quoi. Parce qu'à ce moment-là, on était encore, il y avait encore. Donc elle est une de moins pour la finale. La japonaise, je crois elle disqualifie la slovène, donc elle est une de moins à sortir du podium. Enfin, mais sinon c'était ultra serré. C'est la guerre, en fait. Hein. Ah ouais, c'était vraiment la guerre, quoi. Et on parvient pas à disqualifier l'américaine, mais bon, enfin voilà, il y avait aussi moyen encore de. Enfin bref, c'était terrible, terrible, terrible. Et puis ça se joue devant le jury, et c'est pas des moments très faciles, quoi. Vraiment de tension extrême, quoi. Ouais, et du coup, comment se déroule la Medal Race? Donc la Medal Race, déjà première journée de finale annulée, pas de vent, donc on attend toute la journée. Donc là, déjà la veille, on dort pas bien, hein, parce qu'on se dit voilà, c'est la finale. Donc là, toute la journée, on attend. Voilà, toujours pas. Le lendemain, l'avantage c'est que le lendemain soir, on a réussi à dormir, du coup. Et donc vient la journée de finale, et donc il y a pas mal d'air. C'est un secteur assez classique. On est sous le pain de sucre, et par contre il y a du vent, quoi. Donc à nouveau pas forcément très très à l'aise en vitesse à ce moment-là, mais bon, on prend notre chance, quoi. Et en fait, la finale se passe pas très bien. Il me semble qu'on prend pas un bon départ, on pratique pas super bien, on se fait envoyer du mauvais côté, donc on passe la bouée dernière ou un truc comme ça, ou avant-dernière. Ouais. Donc là, il y a pas de calcul à faire, quoi. Pour l'instant, il y a 0 médaille. Donc à bord, on se dit, on n'en parle pas du tout. On se concentre vraiment que sur ce qu'on a à faire. Pas un mot sur le classement. Pas un mot sur la situation. Donc on continue de faire notre truc. Ce qui est de bon signe pour le coup. Ce qui veut dire. On est concentré. Ouais. Voilà, on est concentré. On pense pas du tout au futur. Deuxième tour, donc pareil, le bord de près, on arrive à recoller un petit peu au paquet, mais toujours on doit passer avant-dernière ou avant-dernière, donc un peu derrière le classement. Donc là, pareil, pas un mot. Et puis vient ce dernier bord de portant, donc il reste un portant et un bord de largue vers le finish. Et là, sur le bord de portant, on en avait déjà un petit peu parlé auprès, mais je dis à Hélène, écoute, je crois qu'il y a une risée qui se dessine de l'autre côté. Donc de l'autre côté, c'est le bord opposé, là où était parti tout le monde. Et donc attends, je surveille, vas-y, ça a l'air pas mal, on y va, quoi. Et donc on fait ce jibe un peu à l'opposé de tout le monde, et là on se prend la risée du siècle, on va dire, et on arrive à recoller au paquet, et le jibe d'après, on recroise, et là on est dans la meute, dans le paquet avec tout le monde, et là c'est pareil, on parle pas du tout du classement. Je lui dis Hélène, on est en train de recoller, parce qu'Hélène, elle regarde que son ski, elle ose même pas regarder ailleurs, quoi. Donc je dis, je crois, on est en train de se battre pour l'argent ou bronze, quoi. Enfin, je dis, c'est argent ou bronze, là. Et donc on enroule la bouée, clac, et là on part donc la manœuvre est faite, on part vers le largue, et là on fait le compte, quoi. Et donc on voit que la Néo Z est devant, donc je dis, c'est le bronze. C'est bon, quoi. Et là, on recalcule dans nos têtes. Non, mais attends, la Slovène qui a gagné la manche, elle était suffisamment de points derrière. Oui. Et donc, on fait nos petits calculs qu'on a déjà fait en avance, qu'on a déjà fait en amont. Mais ouais, c'est bon. C'est bon, quoi. Enfin, voilà.
Donc, et tu le sais quand tu passes la ligne, t'es sûr de ton calcul ou t'as un doute, ou l'entraîneur arrive et te le dit, ou J'ai un petit doute sur la Slovène parce que elle était quand même bien en arrière, elle avait pas mal de points d'écart, mais bon, ça va vite sur les medal race. Mais non, on savait exactement. Après, il y a toujours ce temps de latence où on se dit avec les réclames possibles. Avec les 2 minutes où il y a des réclamations qui sont possibles. Donc on est obligé, on peut pas sauter de joie complètement à l'arrivée. On attend quand même Enfin, nous, on n'ose pas sauter de joie, quoi. On se dit, c'est pas possible, faut attendre les 2 minutes, et enfin, quand le pavillon rouge est baissé, là, que c'est fini, c'est bon, quoi. On peut laisser éclater notre joie, mais c'est. Il faut se retenir un petit peu, quoi. Ouais, carrément. Faut encore se retenir, mais bon, au fond de nous, on sait que c'est bon, quoi. Enfin, voilà. Et alors, là, contrairement à 4 ans auparavant, c'est juste hallucinant, quoi. C'est le jour et la nuit, c'est un moment qui est très fou, et voilà, on revient à terre, on célèbre avec toute l'équipe de France. Enfin, c'est juste énorme, quoi. Et puis après, c'est le marathon, quoi. C'est marathon des JO où, comme je disais, 4 ans auparavant, tu finis, t'as pas de médaille, t'existes pas. Là, au contraire, t'as une médaille, t'as l'attaché de presse qui te tombe dessus et puis qui t'emmène à droite à gauche, le contrôle antidopage, machin, le truc. Et tu t'arrêtes plus jusque tard le soir, jusque pendant plusieurs jours, quoi. C'est le cas, quelle que soit la couleur de la médaille? Il y a pas de frustration de pas avoir l'or, ou il y a pas de... Là, à ce moment-là, on n'avait pas du tout la frustration de pas avoir eu l'or, ni d'avoir eu l'argent. D'ailleurs, je pense qu'on était super heureuse d'être avec cette médaille de bronze. Après, je pense que ça dépend des médailles olympiques, quoi. Et puis ça dépend du contexte. Et que là, on était passé d'un truc où, là, on avait encore 0, quoi, 0 médaille autour du cou. Où là, sur ce dernier bord, on arrive avec la médaille. Donc c'est... Ouais, ça dépend du contexte. Et là, le contexte faisait que, oui, c'était d'autant plus beau, quoi. Est-ce qu'il y a une célébration particulière avec son équipière, justement, avec qui on a passé tellement de temps, avec les hauts et avec les bas? C'est des... Est-ce qu'il y a un partage différent avec l'équipière qu'avec le reste des gens, ou alors c'est professionnel, donc du coup c'est... Non, c'est très fort. Non, même si c'est professionnel, c'est très, très... Ouais, c'est des grandes embrassades. Enfin, je me rappelle plus exactement, mais ouais. Et puis là, on avait Gilda aussi dans la célébration, quoi. C'est que pour nous, il était, quand on a coupé la ligne d'arrivée, c'était pas toutes les deux, c'était tous les trois qu'on s'est embrassés, que c'était beau, quoi. Donc, c'est des images assez traditionnelles, qui font voilà, exactement. Alors en plus, alors je ne sais pas à quel moment par rapport aux autres disciplines, la médaille intervient, mais il y a 2 autres médailles françaises. Donc on est quand même dans une ambiance qui interviennent avant. C'était 2 ou 3 jours avant. Ouais. Il y a Charline qui est médaille d'or. Voilà. Il y a Pierre Lecoq qui est médaille de bronze. Ouais. Et vous, c'est la 3e médaille pour la c'est ça. La dernière d'ailleurs. La dernière médaille. Donc il y a aussi une ambiance équipe de France pour le coup. Oui. Après, est-ce que ça nous a aidé ou mis la pression? Je sais pas. C'est aussi une sorte de pression. Tu vois que les autres ont réussi. Bon, t'as pas envie d'être en reste non plus. Donc, je pense que c'est un petit peu de pression aussi, mais... Bon, contrairement à Weymouth où ça avait été plutôt l'échec, et voilà, on se dit c'est triste, etc. Là, c'était l'inverse. Quand vous rentrez en France, est-ce que le fait d'être médaillé olympique, ça te fait changer de statut, à la fois dans le regard des gens tous les jours, dans le regard des médias? Ouais, complètement. Et là, ça passe à un autre à un autre stade. Au niveau médiatique, pour soi-même aussi, je pense. C'est un gros changement. Dans le regard des gens, même pour les gens qui connaissent pas la voile, une médaille olympique, ça veut tout dire, quoi. Même pour n'importe quelle personne croisée dans la rue, ça veut dire quelque chose, quoi. Ouais. Et du coup, pour toi, ça veut dire quoi? C'est l'accomplissement, c'est juste une étape. Tu sens que qu'est-ce que ça représente pour toi? Là, je réfléchis pas encore savoir si c'est un accomplissement ou une étape. Déjà, c'est un soulagement. Parce que moi, j'avais quand même ce cauchemar de 4 ans en avance. J'ai quand même un sacré souci avec les 4e places. C'est vraiment quelque chose qui me fait mal, quoi, en général, de terminer 4e. Et là, ça y est. C'est vraiment un traumatisme, quoi. Ouais, je pense, parce qu'il y en a eu d'autres des 4e places un peu traumatisantes. Il n'y a pas que les JO, il y en a eu quelques-unes d'autres. D'ailleurs, le test event de Rio en 2015, on termine 4e, quoi. Donc c'était cauchemar aussi, quoi. Donc moi, elles m'ont fait plus de mal qu'à Hélène, je pense. Mais bon, donc c'est un soulagement, c'est gommé, c'est d'abord le soulagement de 2012 qui est effacé, le souvenir de 2012 qui est effacé pour moi. C'est pas la récompense de toutes ces années de travail, c'est
Ok, ça c'est fait. Ça. Oui et non. Enfin ouais, c'est un mélange, mais il y a aussi une grosse part de soulagement, quoi. D'accord, très bien. Et du coup, comment, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a toute une période de célébration qui dure assez longtemps, on va dire. Il y a au moins 3 mois de fêtes, de cocktails, de machin. On est reçu à l'Élysée, on a la petite médaille. On profite, quoi. Enfin voilà, on profite exactement. Et puis après, quand même rapidement, moi je me suis demandé ce que j'allais faire après. J'avais pas envie de m'arrêter. Et tu le sais tout de suite, ça, ou pas? Tu sais que tu te dis, j'en ai pas fini? Oui, Je assez rapidement. trop. Oui, Ouais. j'ai juste pas réfléchi à ce que j'allais faire jusque-là. Par contre, je me suis dit, mais non, mais Tu veux rester dans c'est cet génial. univers-là, J'ai quoi. envie de rester dans cet univers. Et donc, je réfléchis à ce que je vais pouvoir faire la PO précédente, suivante, pardon. Et donc, je me pose la question. À ce moment-là, j'ai plutôt envie de changer de support, quoi. J'ai envie de nouveautés. Et donc, je réfléchis à savoir est-ce que je peux changer de support, est-ce que je peux partir en FX, reconstruire un projet en FX, ou est-ce que Donc là, pourquoi c'est le pas 49er féminin, hein. le 49er féminin, ou alors pourquoi pas tenter le NACRA mixte. Voilà, donc toute la période un peu automnale, elle se déroule à faire des essais en FX et en NACRA. Voilà. Et puis les essais, les deux bateaux me plaisent. Le FX, vraiment, je trouve ça, je me plais vraiment dessus, quoi. Ça m'éclate. En plus, c'est un peu, faut être assez vif, assez équilibré, enfin assez équilibriste. Ça me correspond plutôt assez bien, quoi. Donc, par contre, je sens pas que je vais y avoir je trouve pas. Je sais pas, j'ai pas confiance dans les équipages que je peux former. Enfin, je me dis, ça, on va avoir un problème. Enfin, je deviens un peu plus exigeante au fur et à mesure des années, quoi. C'est ça le problème. Et du coup, je me dis, aïe, je sais pas si ça va le faire. Je le sens pas, quoi. Donc, en FX notamment, je me sens pas repartir avec les équipières qu'il y a à ce moment-là, quoi. Je me dis, on va avoir un souci de gabarit ou on va avoir un souci de caractère. Enfin, voilà. Du coup, j'abandonne un petit peu l'idée du FX, je me reconcentre sur Nacra, et puis en fait en Nacra, j'ai un peu plus d'opportunités parce que il y a un peu plus d'équipiers, quoi, on va dire potentiels, et là je fais plusieurs essais, un petit peu avec Tom Laperche notamment qui a fait une belle qui vient voilà. La solomètre coq en figurant. Voilà, exactement. Voilà, je contacte un peu Mathieu Vandamme, etc. Et puis bon, ça ça a du mal à se mettre en place, ça traîne un peu, il y a pas encore une dynamique vraiment de reprise d'entraînement avec l'équipe de France, etc. Donc c'est un peu long. Donc les premières naves, je les fais à Quiberon en plein hiver, un peu toute seule, quoi. Du coup, je me dis, oh là, aïe, oh là là, ça va être dur, quoi. Et puis en plus, j'ai pas forcément le soutien de la fédération à ce moment-là, qui clairement, eux, ils ont trop de monde en Accra, quoi. Trop de monde qui veut faire du Accra. En plus, ils ont des bons équipages. Il y a l'équipage de Billy Besson et Marie Rioux qui continue, donc voilà, ils ont pas forcément envie d'avoir qui est un monstre, hein, qui est 4 fois champion du monde, qui a voilà, échoué au jeu suite à la blessure de Billy, mais qui est une légende, quoi, hein. Voilà, donc moi ça veut dire j'allais me frotter à ces gens-là, quoi. Donc Gloops, c'est aussi un beau challenge, mais en même temps j'en ai besoin. Ouais. Mais la Fédé se dit que c'est peut-être pas le plus rentable, qu'on va perdre des gens, et puis en 4-7 féminin, il y a pas forcément beaucoup de monde, donc franchement ils m'encouragent plutôt à continuer en 4-7, quoi. Et ils me soutiennent pas vraiment dans le projet Nacra. Disons que j'aurais pu le faire, hein, c'était possible, mais j'avais pas forcément le soutien. Donc là, quand même, on se met à réfléchir. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je me vois mener cette bataille déjà de faire pas mal de choses avec mes propres moyens, etc. Et puis entre-temps, changement. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de repartir en 4-7 et à la place d'avoir un enfant, c'était aussi un projet qui me trottait un petit peu dans la tête, qui était un peu le plan B, mais bon, qui était quand même un des plans. Faudra pas lui dire, quand tu seras adolescent, faudra pas lui dire, hein, à cette époque-là, t'étais voilà. demandé. Et voilà, les choses se sont faites et c'était donc, le moment de le faire, en tout cas en termes de planning. Voilà, c'était le moment ou jamais d'avoir un enfant et donc voilà, notre enfant arrive. Félicitations à petit Gabriel, si j'ai bien compris. Et du coup, donc une année de pause. Alors ça c'est hyper intéressant parce que du coup j'ai un petit peu bouquiné là-dessus hier soir, et il y a plein de papiers qui racontent qu'il y a beaucoup de la durée de vie des championnes, la carrière sportive des championnes s'allonge en même temps que la fertilité des femmes diminue, et celle des hommes aussi, hein. Et donc du coup il y a de plus en plus de championnes qui font un enfant pendant leur carrière, et ça c'est un phénomène assez intéressant. Charline Picon l'a montré.
Comment, du coup, toi, est-ce que tu as ça en tête quand tu programmes cette maternité, ou peut-être qu'elle n'est pas tellement programmée. En tout cas, c'est pas un obstacle psychologique de se dire, je suis une championne, mais j'ai le droit de faire un enfant comme tout le monde. Ou comment tu vis cette l'envie, elle est là, donc je me pose pas la question. Je me dis, allez, c'est super. Voilà, je suis tombée enceinte, génial, tant mieux. Let's go. Voilà, on y va. Et en même temps, j'ai vraiment du mal à me projeter dans la reprise, quoi, parce que j'y arrive pas. Je me pose la question. Alors quand j'étais enceinte, ça allait encore. J'arrivais à me projeter. Bon, voilà, peut-être que je vais pouvoir reprendre 3 mois après, machin, nanana. Mais bon, je contacte personne dans cette période-là. Je me dis bon, quand même, j'ai du mal à me projeter, donc stand-by, quoi, vraiment stand-by surtout. Et puis quand Gabriel arrive, donc septembre 2017, franchement les débuts sont très très durs. Il faut se reconstruire physiquement. Il faut se reconstruire physiquement, et il pleure énormément. Enfin, c'est vraiment un enfer, quoi. Honnêtement. On s'attendait pas du tout à ça. Les nuits, c'est horrible. Donc, jeunes parents, imaginez que en plus, vous faites du bateau à voile au niveau olympique. Donc là, voilà. Et là, je me dis, mais comment je peux, comment en dormant 3 heures par nuit, je peux retourner m'entraîner, quoi. C'est juste pas possible. Et donc là, il y a des gros moments de doute. Après, ça m'empêche pas pendant cette période-là, je me dis bon, allez, quand même, il faut reconstruire un petit truc, faut tenter, quoi, faut y aller. Mon mari m'encourage aussi, et du coup, je recontacte. On va juste préciser, qui travaille aussi dans le. Voilà, il est entraîneur d'équipe étrangère, donc il était avec l'équipe suédoise aux Jeux de Rio, et maintenant avec l'équipe espagnole. Voilà, et donc vient le temps après la naissance de contacter une nouvelle équipière, et je savais, en fait, Aloïs s'était déjà plus ou moins positionnée en me disant coucou, je suis là, si jamais t'as besoin d'une équipière, je suis là. Donc voilà, je fais un petit peu le tour des possibilités, et en fait moi c'est évident que pour moi c'est Aloïs avec qui j'ai le plus de potentiel de réussir, quoi. Et du coup, le choix d'une nouvelle Olympiade en 4-7, c'est un choix par défaut, ou c'est un choix de praticité, ou parce que ce que tu as dit aussi dans plusieurs interviews, c'est que le bronze c'est bien, mais l'or c'est mieux. Oui, quoi. Voilà, exactement. Ouais, il y a ce côté à se dire que je peux peut-être encore faire mieux. Il y a le côté pratique, quoi. C'est-à-dire que si avec un enfant, franchement, j'aurai moins le temps de m'entraîner, ça c'est sûr. On va faire une préparation plus courte. Je peux pas avoir un enfant et faire une nouvelle série, quoi. Pour moi, ça c'est impossible. Donc je vais un petit peu par défaut par le 4-7. Un choix un peu contraint, mais qui est aussi l'optimum. Voilà, exactement, qui pour la performance est le mieux, quoi. Finalement, je dis je connais bien le bateau. Enfin, Aloïse le connaît bien, c'est super, quoi. Alors du coup, nouvelle équipière, nouveau fonctionnement à mettre en place, nouveau mode de fonctionnement aussi. Alors, parce que là j'ai aussi un enfant à m'occuper, donc avec un ajout de contraintes. Vous voyez ce que c'est les contraintes, imaginez qu'en plus vous faites de la voile olympique. Voilà, donc là il y a tout à construire. En plus le problème c'est que moi dans la tête j'ai pas vraiment de modèle de femmes athlètes qui vivent la même chose que moi. Souvent elles sont mariées à quelqu'un qui reste à la maison, donc elles se posent pas la question d'emmener leur enfant ou pas. Nous on voyage tous les deux, donc c'est rapidement il faut construire le calendrier, trouver des solutions à chaque déplacement, et donc là c'est mentalement c'est une charge mentale, on va dire, supplémentaire. Et par contre là où je suis contente, c'est que Aloïse et Gilda ont pris le relais de pas mal de choses qui concernent plus le 4-7 du coup, mais voilà, et qui me laissent aussi on a vraiment tout réaménagé en fonction aussi de ma situation personnelle, quoi. Donc c'est. De toute façon, ils le savent. Ils le savent, c'était comme ça dès le début. Ouais. Donc Aloïse, quand elle est partie avec moi, elle savait que exactement, j'ai rien caché. Alors, ce qui est juste pour revenir sur le duo avec Aloïse, auparavant il y avait quand même une proximité de situation avec tes équipières précédentes. Là, Aloïse, elle a 10 ans de moins que toi. Oui. Elle est pas mère de famille. Non. Du coup, il y a des écarts de fonctionnement, et en termes de cohabitation. C'est très différent des situations précédentes, quoi. Il y a pas de. Voilà. Peut-être qu'il n'y a plus la bataille des chaussettes. Oui, où il y a moins de. C'est celle des couches maintenant. Mais... Ouais, voilà, on a moins de. Il y a moins de proximité générationnelle, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. On va moins pouvoir partager de choses de nos vies perso, parce qu'en fait, on vit pas du tout la même chose. C'est énorme, en fait, 10 ans à ces âges-là. C'est énorme. Elle va durer plus longtemps que toi en boîte. Voilà, exactement. C'est ça. Ouais, les boîtes, c'est quoi déjà? Voilà.
Donc, ouais, il y a tous ces petits côtés-là, qu'on peut moins partager ensemble. Je loge plus non plus avec elle, donc je voyage en famille, donc je le loge pas avec elle. Donc, il y a tout ce côté, bien se connaître, apprendre à se connaître, qu'on n'a pas, qui a mis encore plus de temps à arriver, quoi. Je partage moins de choses avec elle à côté du bateau que je ne l'ai fait avec Mathilde, avec Hélène, avec Gwendo. Ça a pas l'air d'avoir beaucoup d'impact sur les résultats. Non, non, comme quoi, je pense que après, voilà, ça reste quelque chose de professionnel et c'est là qu'on le voit, quoi. Non, mais c'est peut-être même justement la moindre proximité, voilà, le fait de peut-être moins vivre en vase clos et au final, on voit que c'est une recette qui fonctionne aussi, quoi. Une relation peut-être plus saine, on est moins sur les unes sur les autres. Ouais. Et donc du coup, toi du coup c'est la 4e équipière en voilà, c'est ça. En 12 13 ans 15 de 4-7. Ouais. Donc du coup, sans vouloir te jeter des fleurs, ça veut dire que comme les résultats sont toujours là, on peut presque isoler ta performance individuelle, quoi. Je sais pas, ou alors ce qui facilite peut-être les castings et le recrutement après, c'est-à-dire que comme a fait Aloïse, elle te dit je suis dispo. C'est sûr on sait qu'avec toi il y a quand même des résultats visiblement. Exactement, parce que ce que je veux dire, c'est que je sais très bien que je peux aller chercher les gens, voilà, j'ai un peu le choix avec qui je vais naviguer, quoi, parce que, oui, j'ai eu les résultats, voilà, je suis la mamie du 4-7, hein. On disait tout à l'heure que j'étais plus jeune que les autres, mais moi, je suis considérée comme une ancienne sur le circuit, donc, je sais pas, après, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est le fait d'avoir trouvé, comment s'adapter le plus à mes équipières, je sais pas, hein, vraiment, j'ai pas la réponse. Ce qui compte, c'est les résultats. Voilà, exactement. Ouais. Du coup, on va passer très très vite sur l'année dernière qui a été effectivement exceptionnelle. Je voudrais juste m'attarder sur une chose. Donc, je vais juste le rappeler, médaille d'or au championnat d'Europe, vainqueur de la finale de la Coupe du Monde à Marseille, vainqueur du Test Event d'Hiroshima et médaille de bronze. Petit passage à vide, médaille de bronze au mondial de 4-7. Et puis surtout, il y a Marin de l'année 2019. Et ça, t'as dit à plusieurs reprises dans des interviews que c'était une surprise et deux que c'était ça vous avait beaucoup touché, quoi. Ouais, voilà. Il y a toujours ce petit le fait que dans le monde de la voile, on parle tellement plus souvent de la voile, de la course au large et des coureurs sponsorisés et des grandes courses plutôt que de la voile olympique. Il y a toujours justement ce petit manque de reconnaissance qui fait que quand un titre symbolique comme celui-là arrive, c'est vraiment important. Oui, c'est hyper important, et puis aux yeux du grand public, ça met vraiment en lumière la voile olympique. Je pense que la plupart des gens, on leur parle de voile, ils sont capables de parler du Vendée Globe, de la Route du Rhum, de la Figaro, etc., de citer des grands noms, de la voile comme Camas, Coville, etc., Gabard, bref, et en fait, ils connaissent peu les gens de la voile olympique, quoi, et savent même parfois pas que c'est une série olympique. Donc ça a été un bon coup de projecteur, et puis du coup nous ça a été une reconnaissance énorme, et c'est vrai qu'on s'y attendait pas, parce que voilà, souvent ce trophée il est donné sauf les années olympiques aux gens de la course au large, sauf les années olympiques. Et là en l'occurrence c'était pas une année olympique. Ouais, c'était une belle surprise, ça a fait vraiment très très plaisir. Ça vaut cher. Oui. Justement, est-ce que ce monde-là, il y a quelques passerelles de la voile olympique vers la course au large? Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a plus si on regarde le Figaro ou certains supports, ou peut-être en mode piche, quoi. Est-ce que toi c'est un monde qui t'intéresse un petit peu, à l'image d'un Pierre Le Boucher par exemple, qui fait une très belle carrière en Figaro après une très belle carrière olympique, ou est-ce que non, c'est un autre monde? Non, je pense que c'est un autre monde que j'admire, hein, vraiment. Je trouve que c'est très très fort, et puis ce sont des belles machines, des beaux bateaux. Mais par contre, ça m'attire pas du tout. Je me vois pas du tout partir en solitaire pendant plusieurs jours. Voilà, non, c'est vraiment deux disciplines différentes. Moi, je me sens plus proche d'un autre sport olympique, d'une nana qui fait du kayak, que de quelqu'un qui fait de la course au large, quoi. Je trouve que notre programme, il ressemble plus à quelqu'un, voilà, qui prépare les jeux, que dans n'importe quel sport, que dans quelqu'un qui fait la course au large, quoi. Même, par exemple, dans l'épreuve olympique de course au large qui s'annonce pour 2024? Ouais, même. Je veux rentrer dormir chez moi tous les soirs. J'aime bien mon petit confort. À terre, pardon, voilà. Pas chez toi, à terre. Voilà, non, j'aime bien mon petit confort, effectivement. Et puis, j'aime bien aussi le fait que ce soit plus rapproché, que ce soit de navigation contact, qu'on aille virer à 1 mètre. Donc la Coupe de l'Amérique éventuellement, mais éventuellement. Et encore, vu les machines, ça devient moins facile de virer là-dessus. Effectivement. Ouais.
Juste une petite question pour finir. La voile olympique, on a bien compris en t'écoutant tout au long de cet entretien que c'est l'engagement que ça réclame au sens littéral du terme. Ce qu'on sait moins, enfin, nous on le sait, dans la course au large on le sait, c'est que c'est beaucoup moins rémunérateur. En tout cas, pas pour dire que les gens de la course au large gagnent très très bien leur vie, mais en tout cas, la dimension budgétaire et sponsoring est quand même beaucoup plus compliquée. Raconte-nous un petit peu quelle est ton équation économique. Il y a peu de gens qui savent qu'en fait tu es dans la marine. Militaire, voilà. T'es militaire, voilà. On a le droit à quelques photos une ou deux fois par an où on te voit en uniforme. Oui, donc c'est une équation économique qui est quand même quelque chose d'assez compliqué. Combien coûte une saison olympique en 4-7 à haut niveau et comment tu la finances du coup? En fait, c'est très dur de calculer combien ça coûte réellement parce que aujourd'hui en équipe de France, on a quand même beaucoup de prise en charge par la fédération, donc c'est des coûts qu'on connaît même pas. Quand on envoie un bateau en conteneur à Miami, moi je sais même pas exactement, enfin je sais pas combien coûte le transport, quoi. Je me rends pas compte de tout ça. Combien coûte de mettre à disposition un entraîneur, enfin tout ça c'est des choses à prendre en compte dans le budget d'une saison, donc tout ça je le vois pas, hein, c'est transparent. Par contre, donc on a des aides, par exemple, les bateaux sont financés par la fédération. On a des bourses matérielles aussi pour acheter un peu de matériel grâce à la fédération. Et puis par contre, ça complète pas tout. Donc il y a une partie du budget qu'il faut trouver, qu'on doit trouver personnellement. Et donc c'est là que la recherche de partenaires intervient, c'est qu'ils nous aident principalement à compléter l'achat de matériel. Et après, la rémunération, elle vient de... Et donc, juste pour ces sponsors-là, là, pour le coup, c'est une démarche classique. Hein, ouais. On fait son petit dossier, on essaie de trouver les bons contacts et on leur propose... Et tu leur proposes quoi comme contrepartie? C'est un logo dans le SPI. Il y a Sérénis et Guillaume qui sont dans le SPI. J'ai vu ça, mais du coup, on a moins de visibilité. Voilà, il y a moins de contreparties. C'est moins évident de trouver les contreparties. En tout cas, en termes de visibilité, on est un peu moins visible que les bateaux de la course au large. Donc c'est pareil. Souvent, on rentre un petit peu en comparaison avec eux, mais c'est assez difficile parce que on a des contraintes. Sur le bateau, enfin nous, faut que ça reste discret, réglementaire. Je crois qu'au jeu, il y a pas de logo. Hein. Au jeu, il y a pas du tout de logo, donc là c'est pareil. Dommage pour eux, quoi. Enfin, et donc il faut trouver d'autres contreparties. Donc souvent, elles viennent par l'image qu'on donne. Qu'on représente, quoi, et qui peuvent servir ces entreprises-là. On fait pas mal d'interventions dans les entreprises, donc c'est surtout de la communication. Souvent, on s'en sert en communication interne dans les entreprises, quoi. Puis après, on vend l'idée olympique. Voilà, exactement. C'est très haut niveau. Ça permet souvent de fédérer les employés des entreprises autour d'un projet. Enfin voilà, ils vont tous suivre l'été prochain les JO, quoi. Enfin ça va mettre un peu d'émulation, etc. Donc affichage très compliqué et puis aussi là-dedans on n'inclut pas nos salaires, quoi. Voilà. Parce que il faut quand même réussir à vivre de quelque chose. Et donc en tant que sportif de haut niveau, on bénéficie souvent d'aménagements dans des entreprises ou des emplois vraiment aménagés, et donc c'est ce dont je bénéficie. Moi j'ai un emploi aménagé dans la marine, et donc je fais partie du bataillon de Joinville. Voilà. Donc qui regroupe une centaine de sportifs qui préparent les JO ou des c'est l'armée des champions. C'est l'armée des champions, le bataillon de Joinville. Ouais, voilà. Et donc mais concrètement on a très peu. Alors ça c'est une chance avec l'armée, on a très peu de contre parce que je sais qu'il est pas non, c'est une solde quartier mètre, donc c'est c'est le bas de l'échelle de l'armée. Donc même si j'ai commencé à avoir un peu d'ancienneté, c'est pas encore voilà, mais en tout cas c'est mes principaux revenus, et puis après si on se débrouille bien, on arrive à aussi avoir des compléments de revenus par les sponsors en fonction aussi de l'investissement qu'on peut mettre pour eux, mais voilà, c'est financièrement c'est des vies modestes, hein. Sans donner de chiffres précis, c'est oui, c'est des vies assez on fait pas ça pour l'argent. On fait pas ça pour l'argent. Je pense qu'à nos âges maintenant, on peut gagner bien mieux sa vie ailleurs. Mais bon, après c'est des choix, voilà, moi je me plains pas non plus, quoi. Est-ce que tu sais déjà, tu as une idée déjà de ce que sera ton avenir post-olympique? C'est compliqué parce que là, avec le chamboulement, le report d'un an des JO, c'est vrai que moi je m'étais peut-être imaginé repartir 4 ans de plus sur une Olympiade pour Paris, parce que le fait que ce soit à la maison, je veux dire la maison en France,
C'était hyper tentant. Je me dis bon bah voilà, peut-être avec un petit deuxième enfant et les jeux à la maison, c'est quand même faisable. Mais le fait que c'était encore reporté, bon, ça met un peu plus de difficultés. Donc vraiment, je fais comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire que je fais pas trop de plans en avance. Déjà, je me concentre sur les Jeux de Tokyo et on verra ensuite parce que finalement, c'est ce que j'ai toujours fait et je trouve que ça a plutôt bien marché. Donc voilà. Bon, très bien. Camille, merci beaucoup pour toi. Tu t'es oui, très inquiète. 1h51. Tu vois, c'est pas mal. Hein ouais. Je t'avais dit qu'il y avait quand même 2-3 petits trucs à raconter. C'est quand même des belles et longues carrières qui ne sont pas finies. Ouais. On te souhaite de bien pouvoir préparer correctement les prochains jeux et que les plannings s'éclaircissent. On le souhaite à tout le monde d'ailleurs. Si vous nous avez suivis jusque-là, c'est que vous avez sans doute apprécié ce podcast. Donc n'hésitez pas à nous mettre entre 1 et 5 étoiles, plutôt 5 étoiles de préférence, pour qu'on monte dans les classements en particulier sur iTunes. On se retrouve le mois prochain. Je ne sais pas avec qui, et puis on vous prépare aussi une petite série d'été avec des épisodes hebdomadaires au mois d'août. Voilà. Salut Camille, merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Tip & Shaft, le média expert de la voile de compétition. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal. Merci également à nos amis spécialistes de l'accastillage de Carver, partenaire de cet épisode. On se retrouve au début du mois prochain pour un nouvel Into the Wind. À bientôt!